Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast et de nos chaînes YouTube. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'accueillir Manuel Mirabel qui va nous parler de lui, de sa mission aujourd'hui et de son actualité qui est riche depuis quelques mois. Manuel, bonjour. Bonjour Johan, bonjour à tous. Donc, je vais te laisser te présenter et après on parlera donc de C'est ouvert, puis de tes actualités et après on fera un petit débrief de la saison si ça te va dans ce sens-là. À toi de jouer Manuel, qui es-tu? Et donc, je suis Manuel Mirabel, marié, 4 enfants, gérant de société. Et on va dire que ces deux aspects de ma vie remplissent une grande partie de mon agenda de la journée, des soirées et des week-ends. Donc voilà ce que je peux dire en extrêmement synthétique. Voilà. Alors moi j'ai juste une question, ils ont quel âge tes enfants? Il y aura peut-être des questions un petit peu orientées parce que étant chef d'entreprise et voyant comment tu interviens et tu fais beaucoup de choses, je veux me situer. Moi mon enfant a 1 an, toi ils ont quel âge tes enfants? Moi, ils sont un peu plus. Il y a des adultes, il y a 2 adultes, et après, j'ai 2 filles jeunes qui ont 11 et 16 ans. D'accord, ok, ça marche. Merci. Et donc du coup, après en termes d'activité donc professionnelle, si tu peux nous détailler tes activités professionnelles, s'il te plaît, Manu. Alors, mes activités professionnelles, on va dire que tout le monde, la majorité des gens qui me connaissent au travers de C'est ouvert. Donc, C'est ouvert est né en octobre 2000. Ouais. Qui est la structure la plus visible, la plus importante en termes de chiffre d'affaires, en termes de salariés, en termes d'activité. Autour de cette structure, il y a quelques petits satellites, mais qui sont plutôt des satellites tactiques ou juridiques. Est-ce que sur une des activités, on a besoin, par exemple, d'une licence d'agent de voyage quand on a besoin pour certains partenaires distributeurs d'être intermédiaire et donc de prendre une responsabilité. Et donc, tout le monde sait dans le tourisme que dès lors qu'on prend même une milliseconde, une partie de la valeur d'un séjour, ça veut dire qu'on prend le statut d'agent de voyage, du coup, on prend une licence d'agent de voyage et l'assurance qui va avec. Et donc, pour des raisons, il y a quelques structures qui sont, on va dire, en satellite de l'activité de C'est ouvert. Mais le cœur du savoir-faire, le cœur des équipes et la techno sont intégralement dans C'est ouvert. Et donc, c'est ça qui m'occupe. Alors, je sais que tu vas parler d'Inaxel. Voilà. En tout cas, c'est ça qui m'occupait à 90% de mon temps depuis pas mal d'années, jusqu'à mai dernier. Voilà. D'accord. Alors oui, c'est sûr, je trépigne de parler d'Inaxel, mais on va se concentrer d'abord sur C'est ouvert là-dessus. Donc C'est ouvert, tu m'as dit, c'est année 2000, octobre 2000, c'est ça? Précisément, octobre 2000, création octobre 2000. On avait commencé à travailler sur le projet quelques mois avant. D'accord. Mais la création de la structure, c'est octobre 2000. Les premiers clients, certains sont encore là d'ailleurs. Ouais. Ceux qui ne sont pas là, ils ont vendu. C'est arrivé en janvier 2021. D'accord, d'accord. Alors, si tu peux nous ramener un petit peu aux années 2000, quelle est la jeunesse? Pourquoi vous aviez créé cette passerelle à l'époque? Comment ça se passait? Et quel a été l'objectif quand tu as créé cette structure? Donc, alors si on se remet en 2000, Booking était un nain, existait en 2000. Les sites internet, je crois qu'à l'époque, il y avait
journal Décision qui avait fait une petite étude. Je crois qu'il y avait 500 ou 600 sites Internet qui existaient pour les campings en France. Il y avait, au moment où on a démarré, il n'y avait pas de système de résa. D'accord. Quand le système de résa de cet ouvert est sorti, à l'époque, Télis a sorti à peu près le sien exactement en même temps, à un mois près. D'accord. Donc, on va dire que c'était dans l'air du temps. D'accord. Et on va dire que l'idée d'origine était, c'est toujours la même histoire, hein, donc il y en a qui l'ont déjà entendue, je peux pas la refaire, je peux pas la réinventer à chaque fois. Ouais. Internet arrivé et le raisonnement c'était, ok, Internet va faire bouger un certain nombre de lignes, mais lesquelles c'était pas forcément facile de les anticiper. Et le raisonnement a été le suivant. C'est-à-dire que le site Internet, on a dit, ça ne va rien changer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des petites brochures et des grosses organisations qui ont des grosses brochures. Ceux qui mettent plus de moyens ont des brochures plus jolies que ceux qui n'en ont pas beaucoup. Et en matière de site web, ça va faire pareil. Il y aura des petits sites mignons, d'autres des petits sites tout pourris. Voilà. Ça existe encore d'ailleurs, ça. Je confirme. Et il y en a qui ont des gros sites. Tu es bien placé pour le constater. Et il y en a qui auront des gros sites, et donc en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Et sur ce raisonnement-là, on a dit que les mails, c'est un moyen de communication qui a des gains de productivité, qui est beaucoup plus rapide, mais voilà, c'est à peu près comme le téléphone, le fax, le téléx ou le courrier. Ça ne change pas grand-chose, c'est un moyen technique. La réservation en ligne, on s'est posé la question, mais ça ne change rien non plus. C'est un moyen de productivité, de contractualiser. Ça ne change pas les grands équilibres. Et par contre, on a focalisé sur la notion de disponibilité. D'accord. Et là, on s'est dit que sur la notion de disponibilité, ça allait changer les grands équilibres. Si on se remet en 2000, il y avait quelques chaînes. Yellow était en cours de création. À l'époque, il y avait les chaînes historiques qui sont toujours là. Il y avait Castel, Cité Paysage, Air Hotel, quelques autres, mais on va dire les chaînes historiques, c'était celle-ci. Il y avait aussi France Sélection, qui après est devenue Sunelia. Ouais. Mais en fait, hein, pour tous les gros marchés nord-européens, les gens qui maîtrisaient la commercialisation, qui maîtrisaient les consommateurs, étaient plutôt des gros opérateurs qu'on appelait des tour opérateurs. Ils étaient britanniques, allemands, néerlandais. Et le pari, c'était de dire que pour des coûts qui n'avaient rien à voir, n'importe quel petit groupe de camping, un groupe local, dans 3 amis qui travaillent sur la même destination, un propriétaire ou une chaîne, allait pouvoir proposer ce qu'une grosse organisation avec énormément de moyens humains et financiers était capable de faire. En gros, c'est pour ça qu'on a toujours beaucoup plus parlé de centrales de disponibilité que de centrales de réservation. Et ça a permis l'essor, ça a redonné du pouvoir, en gros, à l'offre, au détriment de ces structures qui étaient plutôt positionnées sur les marchés de la demande. Voilà. Donc nous, on s'est positionné là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle C'est ouvert, puisque tu ne m'as pas posé la question, mais la notion de C'est ouvert, c'est un jeu de mots, évidemment, mais ça veut dire que ça rappelle la notion de planning, donc la notion de disponibilité. Ouais. Et du coup, là aussi, la notion d'ouverture, c'est-à-dire qu'un établissement individuel ou un groupe a la main pour distribuer ce qu'il veut distribuer à des tiers, quel que soit le modèle économique. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est de rassembler de la dispo pour qu'un établissement puisse avoir la main sur les canaux sur lesquels il veut la distribuer. Après, pour la petite histoire, pendant 2 ans, ça a été extrêmement difficile, hein, puisqu'on a eu 3 clients la première année. Donc, je crois que le chiffre d'affaires était de... Je l'ai oublié, mais je pense que c'était 1500 francs la première année. C'était en francs. Après, on est vite passé à l'euro, mais il y a eu un moment déclenchant qui s'est passé en début de 3e année, quand la chaîne Cité Paysage a décidé de travailler avec nous. D'accord. En même temps, il y a eu un regroupement qui s'appelle France Espace Naturiste. En taille, c'était à peu près la même chose, qui a décidé aussi de travailler avec nous, et qu'en gros, en 10 jours, on est passé je crois, de 16 campings
à 103. D'accord. On a fait une explosion. En 10 jours, on a fait plus 400% en nombre de clients. D'accord. Ouais. Et du coup, on a fait ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est-à-dire que vu qu'on avait 100 destinations, on avait la notion de disponibilité, on est allé voir le guide du routard. Ah oui, d'accord. On lui a dit on voudrait mettre un bouton sur votre site internet qui dit disponibilité dans les campings. Donc, le guide du routard a dit d'accord. Le guide du routard a demandé des sous pour ça, plus que notre chiffre d'affaires de l'époque. D'accord. Mais c'est à partir de là où on a pu créer ce que l'on est toujours d'ailleurs, c'est-à-dire une structure qui vit sur 2 pieds, un pied technique, et si possible innovant et très dynamique, et un pied marketing. Et donc, c'est pour ça qu'on a une position un peu hybride et que certaines personnes ne comprennent pas toujours. Alors, pas nos clients comprennent ce que l'on fait, mais des gens qui viennent de l'hôtellerie, des gens qui viennent du monde du tourisme ont un peu des fois du mal à comprendre qu'on est une société qui a vraiment 2 façons de travailler et 2 façons de penser, une qui est techno et une qui est market. Voilà. Et ça n'a pas bougé, et ça n'a pas bougé en 22 ans. Alors toi, est-ce que tu as... Donc je comprends bien, moi comme je te perçois, et c'est vrai que c'était aussi pour ça que je voulais... voilà, au-delà de l'actu, c'était aussi pour bien comprendre ta philosophie, parce qu'elle est assez atypique, et c'est là où c'est intéressant voilà, de confirmer ces éléments. Donc, je vois c'est ouvert comme une passerelle qui donne l'accès, comme tu dis, à l'outil technique de disponibilité et aussi à moindre coût parce que voilà, dans l'hôtellerie de plein air, on sent que c'est des coûts quand même très abordables pour toute structure et avec une technologie qui évolue sans cesse et avec des coûts qui sont très raisonnés. Donc toi à l'époque, tu as donné accès à ça. Si je ne me trompe pas, du coup, c'est même avant les PMS, les logiciels métiers type... Naxi Gestion ou Applicamp ou Telis eSeason ou Inican. C'est pas avant, parce qu'avant, il existait Sequoia Soft à l'époque, s'appelait, je pense, Telis, avec un produit qui s'appelle Unicamp. Ils étaient là, ils avaient même une position proportionnellement plus forte. Aujourd'hui, le marché est plus découpé, il y a plus de PMS, mais il y avait de mémoire, il y avait plein air qui avait une partie du marché, il y avait Telis. Telis n'était pas là, donc il n'était pas sur le marché camping à l'époque, ils sont arrivés rapidement après. Donc il y avait bien une structure, il y avait pas mal de campings qui étaient équipés d'un logiciel de gestion, alors qu'il n'y avait pas le même périmètre métier qu'aujourd'hui. D'accord. Mais les campings structurés avaient encore des petites fiches sur un tableau pour gérer le planning, parce qu'ils ne faisaient pas totalement confiance en l'informatique. Mais ils avaient bien, les plus gros, tous des logiciels de gestion. Et toi, c'était l'outil en ligne finalement qui arrivait après. Et là où tu permets en effet de la résa, mais quoique, aujourd'hui c'est peut-être moins d'actualité parce qu'on peut utiliser par exemple un module comme PayPal parce que ça existe et à l'époque ça devait être au balbutiement, mais en tout cas l'outil technique de pouvoir réserver et payer en ligne, ça devait être quand même assez innovant. Mais au-delà de ça, aujourd'hui c'est de la gestion de planning et de disponibilité, et ça c'est vrai que c'est clairement nous par exemple en tant que webmaster quelque chose qu'on ne veut pas faire parce que c'est quelque chose de très technique, et gérer la dispo sur 20 fiches produits, selon une période donnée, c'est très complexe, et donc ça c'est votre métier, vous êtes très spécialisé, donc c'est sur la notion technique et produit comme tu le disais. Et après, alors est-ce que aussi l'objectif c'était donc vous distribuer donc sur le routard et donc finalement d'avoir une couverture assez exhaustive du territoire, et c'est là où je voulais te questionner un peu sur l'aspect portail, c'est-à-dire en tout cas toi donc il y a des personnes qui utilisent donc Secure Holiday. Alors là aussi c'est ouvert, tu me dis si c'est ouvert, ça regroupe donc la partie distrib et la partie produit, c'est bien ça? C'est le nom de la structure, voilà. C'est la société, c'est la SAS, c'est ouvert. Secure Holiday, c'est le nom de la plateforme. D'accord. Donc Secure Holiday, c'est à partir du moment où on souhaite travailler avec cet ouvert, on met de la donnée dans la plateforme Secure Holiday. Et à partir de cette plateforme, il y a des produits, des services. Donc, il faut les structurer dans ce sens-là. Et il y a donc une branche de produits qui est plutôt technique et une branche de produits qui est plutôt marketing. D'accord. Alors, les produits, si je finis un peu ce descriptif pour faire un peu commercial, j'ai le droit.
Oui. C'est même pour bien cerner, hein, parce que c'est vrai que vu qu'il y a deux produits, moi je connais, mais cette piqûre de rappel est très intéressante pour ça. Donc, Donc, sur les produits techniques, le premier produit, c'est le système de résa, qu'on appelle le pack individuel, et depuis, on a une version premium. On a la même chose pour les réseaux, pour les groupes, que ce soit des groupes volontaires, des chaînes intégrées, voire même des fédérations. Donc, on appelle, du coup, on n'est pas très imaginatif. Hein. On a le pack individuel pour les individuels, on a le pack groupe pour les groupes. Voilà, comme ça, on peut s'en rappeler. ok. Et après, alors depuis bien moins longtemps, mais quand même, on a une suite qui a quelques qualités techniques. On a une suite qui s'appelle CRM, BI, Revenue Management, Yield Management, et qui arrive dans quelques semaines. On a une dernière brique qui s'appelle IA. Donc, IA. D'accord, ok. Prédictivité. D'accord. Je ne te le fais pas en anglais, mais Et donc, intelligence artificielle. ouais. Du coup, c'est parce qu'autant revenu management ou CRM, je vois bien ce que ça donne, et ce serait quand même bien que tu puisses détailler aussi chacune des prestats. Et par contre, IA, je vois pas enfin quel va être le produit. Donc, si tu peux nous faire un résumé en 2 mots de chacune de ces briques. Le système individuel de résa, donc effectivement, dans ton autre activité professionnelle, tu intègres ces systèmes-là. Au passage, tu les intègres très bien. Et du coup, d'ailleurs, quand on dit qu'on les intègre très bien, ça me permet de faire, on va dire, un peu de pédagogie sur ces sujets-là. Nous, le support de côté site ouvert, on essaye de mettre en avant le fait que la qualité d'intégration est un facteur clé dans le taux de conversion. Et alors, le taux de conversion, je fais aussi un peu plus de pédagogie. Le taux de conversion, c'est quand vous avez mis 100 euros, 10 000 euros, 50 000 euros selon vos moyens sur la table pour faire venir du trafic. Si vous avez une bonne intégration du système de résa, vous aurez un taux de conversion qui va s'améliorer. C'est-à-dire que si vous êtes à 1%, avec 100 euros, qui va faire venir, on va dire, à 1 euro le clic. J'exagère un peu, mais vous mettez 100 euros, 1 euro le clic, ça fait, à 1%, ça fait une résa. Si vous êtes à 1,2, 1,3, ça veut dire que vous aurez un taux de concrétisation qui va s'améliorer de 20 points. Donc, un taux de concrétisation qui s'améliore de 20 points, c'est un taux de remplissage qui progresse de 20 points à budget marketing égal, ou éventuellement, on peut diminuer son budget market si on améliore son taux de concrétisation. Donc, tout ça pour dire et pour souligner le fait que tes équipes, tu n'es pas le seul, hein, tes équipes font attention à une bonne intégration du système de résa, et que c'est capital dans un écosystème technique. Parce que s'il n'est pas bon, ça veut dire qu'il faut redonner de l'argent à Google ou des stocks à un tiers pour arriver à remplir correctement. Mais d'ailleurs, à ce sujet-là, je t'en avais parlé, on va faire des tables rondes à partir de janvier sur la commercialisation et l'état de l'avancée des résas pour les clients. Et bon, là, voilà, l'idée, c'est qu'on parle de l'actu, une présentation globale, mais bien sûr, je ne vais pas te lâcher comme ça. On va faire je voulais, parce que je sais que tu as vraiment cet objectif continu d'améliorer ton tunnel de résa, et qui est le taux de conversion, et notamment la boîte qui est à l'intérieur qu'on intègre, qui est le tunnel de résa, entre le nombre de personnes qui rentrent et le nombre de personnes qui valident le panier. Vous avez toute cette logique et cette réflexion. C'est pour ça que depuis que je suis là, vous avez déjà eu 3 versions de tunnel de vente. Aujourd'hui, on a intégré le dernier il y a à peu près, en tout cas, la nouvelle mouture. Après, vous le faites évoluer au fur et à mesure. Et ça, là-dessus, entre nous, toutes les informations qu'on se pose au quotidien, parce que c'est clairement notre marque de fabrique de vouloir améliorer au quotidien le taux de conversion sur le site internet avec notre Google Analytics et celui que tu as sur tout ton tunnel. L'idée, ce sera qu'on se fasse un épisode spécial taux de conversion. Et ça, je lance dès à présent l'invitation pour un prochain sujet à ce niveau-là. Voilà. Nous, on a des spécialistes là-dessus. Ça sera peut-être pas moi qui vais intervenir. Ouais. Ok, avec plaisir. Mais avec plaisir, parce que justement, quand je parlais de la spécificité tout à l'heure de cet ouvert qui est un pied technique, un pied market, c'est parce qu'on a un pied market qu'on se pose des questions à caractère marketing à l'intérieur de process qui sont strictement techniques. Donc, c'est cette double casquette, je ne sais pas, philosophie ou approche qui fait qu'on
quand on sait ce que ça coûte d'acheter un trafic, on fait attention à bien le convertir. Ouais. C'est un peu aussi de notre concept. Ouais. C'est pas toujours naturel d'y penser. C'est-à-dire souvent, on se dit que l'intégration, on la pense une fois avec son webmaster et puis on n'y revient pas. Ouais, et on y revient 3 ans après quand on dit qu'il faut refaire un site. Alors qu'en fait, on peut très régulièrement faire avec un peu d'agilité, se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que le bouton soit compris, pour que le bouton soit mieux vu, changer sa couleur, changer sa grosseur, changer son positionnement. Et tout ça fait qu'on peut gagner quelques dixièmes de points. Et ces dixièmes de points, c'est du remplissage ou du budget marketing en moins. Mais nous avons digressé. Le pack individuel, le pack groupe, le CRM, la particularité de l'outil CRM de site ouvert, c'est qu'il est intégré au système d'Oresa. Donc, en gros, un CRM, le métier, c'est récupérer des bases de données clients dans le respect du RGPD, les nettoyer, les qualifier, les organiser. Voilà, je fais ça assez vite. Quand on dit les organiser, c'est les organiser aussi par rapport à des comportements d'achat. Donc, tout ça a été corrélé, remonté intégralement. Et après, une fois qu'on a une base de données de travail, on met en place un certain nombre d'actions. Là aussi, on accompagne nos clients. Certains clients demandent même des solutions d'accompagnement sur mesure dédiées. Et après, la CRM, ce n'est pas très compliqué pour le définir, c'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Voilà. En se disant que si on fait ça, on a un taux d'ouverture de clic qui est supérieur, on a un taux de transformation qui est supérieur, on a un taux de désabonnement qui est inférieur. Voilà. Et si on ne fait pas ça, par mail ou par SMS, ou voire même, on peut transformer ça en version papier, c'est-à-dire que le CRM permet de faire une extraction d'un fichier client qu'on a qualifié dans le CRM, on en extrait une adresse postale. Quelque part dans le monde physique, il y a bien un courrier qui part avec une brochure, une offre du marketing direct. Et après, ces gens-là, pour contractualiser, ils passent en ligne, ils repassent dans le monde virtuel. Et s'il y a une réservation, la réservation, on fait un suivi de réservation, y compris sur des actions offline, qui permet de dire, ma brochure, je mets en place un suivi de concrétisation sur le périmètre de mes 1000, 10 000, 100 000 clients à qui j'ai envoyé une brochure ou un courrier simple, et je regarde le chiffre d'affaires que j'ai généré spécifiquement et je le compare, ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire je compare du coup le taux de fidélité sur cet échantillon-là par rapport au reste de ma base, par exemple. Et du coup, je peux voir si l'investissement papier, qui est notablement plus cher par rapport à un email, est-ce que l'investissement papier a une rentabilité, a une pertinence par rapport à la typologie de produit ou par rapport à mes objectifs. Voilà, ça c'est le CRM. Encore une fois, je l'ai dit, quand on dit que le CRM est connecté nativement au système d'Oresa, c'est que quand on dit que dans un mail, on embarque un calcul de prix qui correspond à ce que la personne a acheté l'année dernière, c'est un vrai calcul de prix dynamique. Si le produit sur les dates correspondantes à la réservation de l'année dernière pour ce client-là, si ce produit n'est plus disponible, on va chercher un produit qui est correspondant à prix juste à côté sur les mêmes dates. Et du coup, tout ça pour améliorer le taux de clic, le taux on va dire, de transformation de cet écosystème. Et ce n'est pas neutre. Il y a pas tous les systèmes d'emailing qui sont déconnectés des systèmes d'Oresa ne savent pas embarquer du prix. Ils embarquent des prix types. Mais le prix type n'est pas corrélé au comportement du client. Oui, vous arrivez à être très fin dans la qualification de base par rapport à sa consommation passée, par rapport à son profil, son persona, comment est-ce qu'il est ciblé pour pouvoir faire des campagnes, que ce soit papier, SMS, mail ou autre, en push, du coup, sur une base de clients qui a déjà consommé chez le camping. D'accord. C'est ça. Et avec des systèmes de retargeting, etc. Donc, je vous passe le détail. Donc ça, c'est la partie CRM avec cette spécificité qui est donc une connexion native. D'accord. Avec le système d'Oresa et le système de prix dispo surtout. Après BI, le BI, ça veut dire Business Intelligence. Ça, tout simplement, ce sont des outils, la plupart du temps, ce sont des tableaux de bord qui
permettent de manière fine pour un individuel ou un réseau de rentrer dans le détail de sa structuration de remplissage, sur la structuration de sa fidélité, sur la structuration de la montée en charge de son chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est des éléments d'analyse qui permettent de savoir où on en est. Et en gros, souvent, c'est des éléments qui sont préparatoires à éventuellement mettre en place une politique de tarification. Alors, on va l'appeler dynamique. Donc, c'est la couche d'après. Mais avant même la tarification, ça suit aussi la satisfaction client. Donc, c'est un vrai outil de concaténation. Et l'intérêt, c'est que cette BI-là, vu que c'est ouvert et connecté à tous les logiciels de gestion, en tout cas à la plupart des logiciels de gestion du marché, notamment en France, ça permet à des groupes qui ont des structurations hétérogènes d'avoir une couche homogène en haut, alors que sur la couche basse, c'est-à-dire établissement par établissement, ils ne sont pas homogènes, parce qu'il y en a un qui a un métier plus hôtelier, l'autre qui a une résidence du tourisme, l'autre encore qui a un camping tradit sans locatif. Voilà. Tu as compris? Donc, cette couche de BI, alors je passe parce qu'après, il y a des outils qu'on appelle des cubes qui permettent d'aller non pas dans la visualisation d'un tableau de bord, mais vraiment dans l'exploration. Je vais pas plus loin là-dessus. Ceux qui sont spécialistes de l'analyse BI comprendront. L'idée quand même de ces outils, c'est qu'on sait que nos clients ne sont pas toujours des superstructures avec des gens qui ont le temps de regarder les chiffres à longueur de journée, de les comprendre, de les analyser. On sait que nos clients, souvent, ils sont aussi alors, au four et au moulin, pour faire simple. Donc, il y a aussi des principes d'alerte, des principes de tableau de bord synthétique qui leur permet d'attirer leur attention sur des éléments qui sont des anomalies de remplissage, et du coup d'éviter pendant un mois et demi de traîner avec, par exemple, une erreur de tarification sur une semaine et sur un produit, et de se réveiller en disant je ne comprends pas pourquoi j'ai tout vendu en un mois ou j'ai rien vendu sur cette période-là. Donc, le principe aussi, c'est que c'est pensé. On n'a pas que des clients qui font 800 places, hein. On a une majorité de clients qui sont des établissements qui vont avoir entre 150 et 250. Ouais. Donc, sur ce périmètre-là, on a des outils qui sont adaptés à eux. Donc, ça, c'est la couche BI. La couche revenu management et yield, en fait, c'est la couche d'après, c'est-à-dire qu'on anticipe des problématiques de tarifs pour pouvoir voir les courbes tarifaires par rapport à des périodes, par rapport à la montée en charge. Et du coup, la dernière couche qui est yield, c'est de dire je mets des paliers sur lesquels je mets des alertes, et en fonction de ces alertes, je fais en sorte que mon prix va bouger de 1 ou de 2%. En règle générale, le principe du yield, c'est toujours être à la hausse, comme dans l'aérien. Et une fois qu'on a défini ce genre de choses, là, du coup, il y a une validation évidemment manuelle qui est faite de tous les choix tarifaires. Et une fois que je les ai validés, je dis OK, injection, et c'est injecté dans le système sécurisé de vente. C'est-à-dire que le site Internet est à jour. Ça veut dire que éventuellement, si on appartient à une chaîne ou à une institution, il y a plein d'institutions syndicales, départementales ou régionales ou d'institutions tout court, hein, des CDT, des CRT qui reprennent ces mêmes données. Ça veut dire que mon tarif est automatiquement à jour. Et puis sur la couche market de distribution avec les OTA, pareil, cette information remonte automatiquement dans la seconde. Et vers le bas aussi, vers le PMS du coup aussi. Et alors effectivement, quand on a injecté un nouveau tarif dans le système Secure Holiday, donc le yield injecte dans Secure Holiday, et après on a un fichier qui va redescendre au PMS, mais tous les PMS ne sont pas capables de la réintégrer par contre cette nouvelle. Donc Inaxel, oui, et c'est pas nouveau, hein, c'est pas depuis mai. Inaxel l'a fait parce qu'on travaillait étroitement avec Inaxel depuis déjà longtemps. Applicamp le fait aussi, donc réintègre ses tarifs. Après, Sequoia Soft ne le fait pas encore, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en discussion. Donc, alors, je ne suis pas sûr que ça soit posé sur un calendrier et qu'on ait de date de livraison ferme, mais ça fait partie des choses qui sont en discussion avec eux. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça, j'ai fini sur la couche RM, la couche technique. D'accord. Parce que j'ai fait pas qu'individuel, pas groupe, sûr, CRM, BI, RM et yield management. Ouais. Alors maintenant, la dernière couche technique, c'est la couche IA. Ouais. Voilà. Alors
pour faire rapide, elle n'est pas encore sortie. Elle devrait, on espère qu'on aura une bêta-version qui sortira avant la fin de l'année. Donc, pour quelques premiers outils qui vont sortir en décembre. Et globalement, pour faire juste le pitch, mais même si je garderai quelques détails pour nos clients qui seront quand même les premiers à voir exactement ce que ça fait. Jusqu'à présent, régulièrement, on envoie des informations de conjoncture, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est fait le remplissage. Donc, on parle du passé. La couche d'IA, elle va essayer de mettre en place une couche de prédictivité, une sorte de météo. Mais la météo, on l'a bien plus tournée autour de la météo de la demande. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être en situation de pouvoir dire que dans les semaines qui arrivent, et ça, on va l'individualiser. C'est-à-dire qu'on ne va pas le dire pour la France. C'est-à-dire un camping va il sera, ça fait partie du travail qui a été fait depuis 2 ans, il sera dans ce qu'on appelle un cluster d'établissement. C'est-à-dire qu'on aura défini par rapport à des courbes de remplissage dans des groupes d'établissements pour avoir plus de data. Parce que sur un seul établissement, on n'a pas de justesse de calcul de chiffres. Et on va pouvoir, pour un établissement, être en mesure de lui dire que le marché parisien, le marché de l'Est de la France, pour tel type de période et pour tel type de produit, dans les semaines qui arrivent, va être en dynamique positive, et avec une volumétrie plus ou moins importante. D'accord. Donc ça, c'est pas sur le passé, c'est sur l'avenir. En fonction de N-1, en fonction de la météo qu'ils ont prévue, en fonction de N-1, N-2, N-3. Et donc, en fonction, et c'est ça qui est important en termes de chiffres, c'est en fonction des réservations passées, évidemment. Ça, c'est pour définir les clusters d'établissements. Sachant que dans un cluster, ce n'est pas forcément les 3 étoiles de la Dordogne. Le cluster, ça veut dire que c'est des gens qui ont des structurations de remplissage similaires. Et donc, en fait, on va pouvoir regrouper des gens qui sont de départements différents, de nombre d'étoiles différents, parce que ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant réellement, c'est leur structuration similaire de remplissage. Et du coup, si par le passé, ils ont rempli de manière similaire, on va pouvoir considérer que leur avenir est probablement similaire. Et c'est facile, au passage, c'est facile de voir si on ajuste, parce que puisqu'on concatène des chiffres, on peut, c'est ça où la techno est intéressante, c'est qu'on peut se mettre dans le passé, lancer un calcul pour voir qu'est-ce qui va se passer dans les 2 mois qui arrivent, et du coup, 2 mois plus tard, on regarde ce que la machine a calculé de ce que la réalité a démontré. Et donc, c'est pour ça que sur un certain nombre d'éléments, quand on est sur des taux d'exactitude de l'ordre de 97-98%, et que ces gens-là ont des structures de remplissage similaires, on les met dans le même groupe. Voilà. Sauf événement exceptionnel, type Covid ou autre. Et c'est là où nous, on est dans une montée en charge, une commercialisation assez peu linéaire sur l'année en tout cas, et sur 6 mois elle est beaucoup plus, mais en plus ça a perturbé avec des événements vraiment extraordinaires récemment. Donc c'est vrai que pour vous, ça a dû mettre du plomb dans l'aile un peu dans l'intelligence artificielle voilà. Donc vous arrivez à gérer les événements extraordinaires comme ça? Alors, l'intelligence artificielle est assez conne, hein. D'accord. Donc, ce qui est imprévisible pour personne. Sinon, on serait passé on aurait fait un petit contour sur les 2 dernières années en disant, voilà, 2020, 2021, on va faire 100. Non, on ne prévoit pas l'imprévisible. On prévoit sur des bases algorithmiques quelque chose qui est cohérent. Donc, si un jour, il y a un gros festival qui déboule quelque part et qui fait qu'avant, si vous dites aux hôteliers de La Rochelle pourquoi il y a 15 jours, ils n'ont eu personne et pourquoi les hôteliers de Niort ont eu plein de gens, nous, on le sait, mais eux ne le savaient pas 15 jours avant. Donc, la machine, elle ne le sait pas. On ne va pas corréler tous les événements. On ne sait pas la météo ou les événements. Non, des éléments météo. Non, voilà, la météo est un des impacts sur le comportement d'achat. C'est réputé en matière de tourisme. Pas forcément, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la météo de la destination, hein, c'est la météo de l'origine. Contrairement à ce qu'on croit, il y a plus d'impact sur. Alors, en ultra dernière minute, oui, bien sûr.
mais en early booking, c'est la météo. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la météo qui arrive, c'est la météo du passé qu'il faut corréler avec les comportements. Ah, Donc, tout ça, on est en version bêta. Hein. Je ne dis pas qu'on va vous sortir, ce n'est pas Madame Soleil, qui par ailleurs ne dit pas des choses toujours que justes. Mais en tout cas, ça nous amuse beaucoup. C'est super, intellectuellement, c'est super intéressant. Et puis après, d'un point de vue pratique, pour être assez concret, on peut se trouver dans une situation où on est peut-être un peu inquiet parce qu'on voit une courbe de remplissage qui traîne un peu, qui est un peu en retard sur l'année dernière. Et donc, on est dans une situation où on serait capable éventuellement de baisser un prix ou de rajouter une offre spéciale, etc. Et là, si en fait on dit que quand on regarde la prédictivité et qu'en fait il y a un rebond de la demande, par exemple, c'est des choses que l'on peut voir suite à un confinement ou des problèmes de crise économique, des choses que l'on va probablement voir de manière un peu plus aiguë pendant cet hiver et la fin du printemps. Donc, ça serait intéressant de voir les impacts. Ouais. Et du coup, ça permet de prendre des décisions sur des problématiques de tarification notamment, même s'il faudra le prendre avec des pincettes, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais qui permettrait de dire, je prends des décisions par rapport au passé, mais avec une petite fenêtre d'éclairage par rapport à ce qui devrait potentiellement arriver, sauf crash, sauf vendu. Voilà. Tu as vulgarisé un peu aussi avec le premier outil BI, c'est-à-dire enfin, des tableaux de bord sur les tendances, notamment en pouvant se comparer à d'autres campings similaires, et puis avec une notion qu'il faudra prendre avec des pincettes, mais sur l'avenir. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau, un aspect prédictif, notamment peut-être pour gérer le revenu management ou pour aussi se comparer et pour voir si on a été bon ou il y a des marges de progression. Et on a eu du financement BPI pour ça, parce qu'il y a vraiment de la R&D, des financements et des subventions BPI. Donc, ça rentre dans notre crédit impôt recherche. C'est vraiment un gros projet. Il y a 2 personnes qui sortent de l'école de l'IA de chez Microsoft qui ont bossé pendant 1 an. Voilà, c'est un investissement lourd, mais on espère que petit à petit, donc là, il y a des premières briques, mais dans l'avenir, il y aura d'autres outils. Donc ça, j'essaye d'accélérer parce que sinon, on va faire une interview de 5 heures. Tout à fait. Ça, c'est sur l'aspect vraiment technique. Il y a toujours un angle market. À la fin, c'est pour prendre des décisions et d'avancer dans sa commercialisation. Avec une vision conseil, on en a parlé, qui est aussi dans l'ADN de tout le monde. C'est-à-dire que tous les commerciaux sont des commerciaux. Ils cherchent à vendre. Mais avec une relation à nos clients qui est aussi ils prennent du temps pour répondre à des questions qui sont en marge du produit pour une meilleure utilisation. Voilà. Et après, il y a la branche market, où il y a, on va dire, 3 grands produits. Il y a des produits market de visibilité, où on a un certain nombre de portails, c'est-à-dire qu'on les porte, et c'est ce qu'on appelle le pack trafic. Dans la même veine, on a un produit de visibilité qui s'appelle le pay-per-click, où là, ce n'est pas nous qui portons les portails, mais on a un certain nombre d'affiliés qui récupèrent la dispo, qui affichent de la dispo, et quand on clique, ils sont rémunérés à la performance. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est deux gros produits avec des taux de concrétisation, pour le coup, qui sont très intéressants. Ça, c'est un premier volet market. Après, on a un deuxième volet market qui est historique, puisqu'on a tissé des relations de confiance dans la durée avec des opérateurs qui travaillent avec nous exclusivement. Alors, le premier et le plus gros, c'est la NBB. On travaille aussi avec Amsighted, MyCamping, avec l'AXI. Voilà. Et donc là, on est sur un modèle économique à la commission, mais c'est toujours des commissions qui sont plutôt en dessous de la moyenne du marché. Et on a la troisième patate, troisième secteur, pour parler mieux, qui est le classique Channel Manager, où on peut travailler avec, on va dire, la majorité ou la quasi-totalité des gens qui sont des spécialistes du camping. Là, on retrouve dans un désordre, dans le désordre, et en oubliant,
on va retrouver Location, Camping.com, Camping & Co, mais aussi beaucoup d'opérateurs. En préparant la réunion, tu m'as parlé d'un opérateur qui veut travailler dans le tourisme à vélo. Et du coup, on n'a pas vocation à trier. Et même stratégiquement, on ne veut pas trier. C'est-à-dire qu'on se dit que d'abord, il y a des petits établissements qui sont autour de routes cyclistes, pour prendre cet exemple-là. On sait qu'ils ne vont pas faire beaucoup de volume, mais ils vont être très pertinents pour certains de nos clients. Donc, on valide un peu techniquement s'ils sont au niveau, parce que des fois, on a affaire à des peintres, des artistes peintres. Donc, c'est très joli, mais il n'y a rien. C'est très joli, mais il n'y a rien qui marche. Donc, on trie un peu techniquement, mais on ne trie pas par rapport à la volumétrie. S'ils nous disent qu'il y a des campings qui veulent travailler avec eux, alors on teste un peu, on appelle quelques clients, mais il n'y a pas de filtre. Et ça a aussi un objectif tactique et stratégique, c'est-à-dire que la distribution, c'est souvent, on va dire, décrié pour faire politiquement correct. En tout cas, c'est souvent remis en question. On part aussi du principe qu'il y a des gens qui en ont besoin. Parce qu'il vaut mieux donner une commission. Quand on ne peut pas mettre $1 million sur la table pour remplir, il vaut mieux donner du stock et des commissions à un tiers qui va investir à sa place. Donc, moi, je trouve qu'il y a une parfaite légitimité à intermédier une partie de son remplissage. Le danger vient du fait d'une monodépendance à un site. On parle beaucoup de Booking ou éventuellement d'opérateurs camping qui commencent à peser, notamment Camping.com. Il n'y a pas de problème à avoir une partie de son business qui est intermédiaire dans l'hypothèse où on ne dépend de personne, que personne est en situation de dire les clients sont chez moi, maintenant c'est 20 ou 25. Voilà, ce qui est la situation des hôteliers. Donc c'est aussi à ce titre qu'on reste très ouvert sur les nouveaux entrants qui veulent faire leur business, parce qu'en fait, les campings sont libres de faire ce qu'ils veulent, de travailler ou pas avec eux, et les campings sont surtout libres de partager ce stock sur un nombre de distributeurs aussi large que possible et aussi spécialisé que possible sur des niches market. Oui. Chacun doit faire son libre arbitre en fonction de sa capacité à investir à court, moyen ou long terme. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment et à être plus ou moins indépendant et à travailler sa marge. Voilà, ça c'est tout le principe d'être ou non de gérer sa distribution de telle ou telle manière. Après, pour parler justement sur l'aspect booking, parce que tu disais que tu étais assez ouvert, donc notamment sur les nouveaux entrants comme Explo, on en a parlé du voyage à vélo qui s'est connecté en API alors que c'est un projet assez embryonnaire mais qui a une belle vision, donc je pense que c'est aussi pour ça que vous leur donnez l'API et à ce moment là ils arrivent à avoir tout votre stock et après les personnes dans leur tableau de bord peuvent ou non décider de travailler avec telle ou telle structure. Voilà. Ils n'ont pas tout notre stock, c'est-à-dire ils peuvent accéder au stock des campings qui ont dit qu'ils voulaient travailler avec eux. Nous, on est plombiers, on n'est pas décisionnaires. Non, mais tout à fait, c'est exactement ça. Et après, par contre, sur Booking, est-ce que vous n'êtes pas connecté là-dessus, non, justement à ce niveau-là, ou alors j'ai pas suivi? Alors, on n'est pas connecté. On est très souvent sollicité. Voire même, on nous le reproche. Alors, des fois, on nous reproche le contraire, c'est-à-dire que de l'être alors qu'on ne l'est pas. Justement, c'est le but de ce podcast que tu nous donnes le fin mot de l'histoire, en tout cas actuellement. Mais le fin mot, moi je le dis très. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, c'est-à-dire que Booking, on considère que la profession et la filière camping s'en passent jusqu'à présent et que c'est positif pour cette filière-là. Voilà. Pour la bonne et simple raison, c'est que les clients sont sur Booking, puisque avec une forte habitude d'achat, c'est-à-dire confort d'achat, pour tous les gens qui vont régulièrement à l'hôtel, ils ne se posent pas trop de questions, ils vont chercher sur Booking. Quelques-uns disent qu'ils vont après réserver en direct, mais ça se saurait si c'était la majorité du genre, parce que si tout le monde réservait en direct après avoir consulté sur Booking, Booking n'aurait pas la position qu'ils ont. Donc, voilà, c'est comme ces gens-là, c'est comme les poissons volants. C'est pas la majorité du genre. D'accord. Donc aujourd'hui, on tient, on perd des clients chaque année, pas énormément, mais alors quand on perd des clients, on explique par contre.
que j'ai eu une discussion à Niort il y a 10 jours de quelqu'un qui nous le reprochait. Et je lui disais que si nous, on ouvre, si on fait une connectique à Booking, ça veut dire qu'il y a 4000 clients qui risquent de partir sur Booking très facilement. Et s'il y a 4000 campings qui sont sur Booking, il y a les quelques dizaines de millions de visiteurs de Booking qui vont avoir accès à une offre importante, pas exhaustive, loin de là, mais une offre importante en matière de camping, et il risque d'avoir une bascule assez violente. Donc, nous, ne pas le faire, on a le sentiment que c'est protéger la profession. Ouais. En même temps, on encaisse. Après, une autre discussion, un camping qui est venu nous voir, qui nous a dit « Je suis très proche du parc Euro Disney. J'ai une clientèle qui est hôtelière, et moi, j'ai besoin d'être connecté à Booking, sinon, je n'ai pas de clients. » Et je ne peux que lui dire qu'il a raison. Il a besoin d'une connexion à Booking. Voilà. Je ne peux pas lui fournir aujourd'hui, mais voilà la situation. Et il est probable qu'un jour, elle ne soit pas tenable. Je n'ai pas de calendrier, je peux pas. Voilà, donc je dis clairement qu'on ne le fait pas jusqu'à nouvel ordre, et l'ordre est posé sur un agenda que je ne connais pas. Voilà la situation. Et je pense ne pouvoir rien dire de plus de transparent là-dessus. Ok, non mais très bien, ça reste quelque chose d'idéologique et de conservatisme pour le bien-être de l'ensemble de la profession et pas de l'individualité, parce que justement les habitudes des consommations, alors moi ce que je dis souvent c'est que les campings ont une certaine capacité à investir qui est plus importante qu'un hôtelier individuel du fait de leur taille et de leur et aussi du fait que sur Booking on ne peut moins voir les services, comparer des services et un environnement avec l'aspect camping de charme vs un hôtel qui est plus du fonctionnel, et les gens ont besoin aussi de s'imprégner plus de l'environnement et de l'écosystème d'un site internet individuel ou de pouvoir comparer ce qui est comparable. Et c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui l'outil Booking sur quelque chose de très fonctionnel, donc des campings qui pourraient être fonctionnels comme tu l'as dit sur Euro Disney, c'est-à-dire dodo à côté d'un lieu ou des campings de ville, peut être très pertinent, mais en tout cas sur l'ensemble, aujourd'hui la profession a pu s'en passer, et donc c'est du chiffre d'affaires pour l'ensemble de la profession de manière individuelle. Ouais. Ce qui est très salutaire. D'accord, très bien. Merci pour ce point Manu, donc du coup après je voulais parler donc juste en quelques chiffres donc de C'est Ouvert pour finir sur ce volet-là. Donc vous êtes combien sur le staff C'est Ouvert aujourd'hui? À peu près 90. D'accord. Combien de camping vous avez en clients? Donc là, tu vas me dire, pas qu'individuel, pas de premium. Le périmètre, c'est ça. Le périmètre est très évolutif, parce qu'on n'oblige pas nos clients à prendre un produit pour travailler avec nous. C'est-à-dire, si demain, quelqu'un veut travailler avec la NDB et qu'on ne le connaît pas, on lui permet de travailler avec la NDB sans condition préalable de faire autre chose. S'il veut notre CRM, il prend notre CRM. Voilà. Donc, il n'y a pas de. Donc, ça veut dire que le périmètre est extrêmement hétérogène. Ce que je peux dire facilement, c'est que des gens qui ont leur tarif à jour et qui utilisent la solution d'une manière ou d'une autre, il y en a à peu près 4500. Et ces 4500 sont répartis maintenant sur à peu près 12 pays. Donc, il y en a quand même 80 ou 70% en France. Et après, il y en a encore 15% en Espagne, en Italie. Et après, il y a 10-12% qui sont en Allemagne, au Benelux, au Danemark. On travaille avec une organisation qui émane de la Fédération des campings danois. Donc on travaille avec à peu près, je crois, une bonne centaine de campings au Danemark. Et tout ça nous apprend en fait des choses, parce que ça nous apprend un certain nombre de demandes. Il y a des marchés qui sont un peu plus en avance ou qui sont un peu plus en retard que le marché français. Des expériences techniques qu'ils ont fait et qu'ils ont abandonnées en se disant que c'était une super bonne idée sur le papier, ça avait des effets pervers monumentaux dans la réalité d'une saison. Donc on essaye aussi de progresser, de tirer des enseignements de ces différents marchés.
D'accord. Et donc ça prend en compte les 4500, les personnes. Je suis affilié à la Fédé de Dordogne, donc je suis sur notre plateforme de réservation, mais j'ai accès via ma Fédé parce que toi tu as noué aussi des partenariats avec certains organismes qui font qu'ils ont accès au pack premium pour diffuser finalement sur le portail de la fédération. On parle de camping online ou des choses comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que parmi nos clients, on a aussi donc des organisations qui sont syndicales, professionnelles ou parasyndicales. À l'intérieur de ça, certaines de ces organisations ont des accords avec des institutions. Et tu parlais de la Dordogne, c'est exactement ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a un accord avec le syndicat de la Dordogne pour leur portail. Cette même info remonte dans le même contrat sur le site. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est pas moi qui suis ce dossier. Je pense que ça remonte sur le site du CDT et ça remonte aussi sur certains offices du tourisme qui ont englobé dans cette mécanique le même environnement technique. Donc, ça veut dire que pour un client, il utilise le système et il sait que ça remonte sur ces 3 institutions. Je ne vais pas m'étendre, mais les institutions ont un rôle vachement important à mes yeux, et souvent très décrié par les pros, par définition. En gros, quand quelqu'un cherche des vacances, à un moment donné, il débute sa recherche. Il est belge ou néerlandais, il ne sait pas s'il est en Dordogne ou en Alsace. Donc, en fait, les mots-clés qu'il va taper sur Google sont très loin de l'acte de réservation. Ouais. Et c'est à ce moment-là où il va rentrer sur les sites institutionnels. Et peut-être que 15 jours ou 3 semaines plus tard, il sera sur un site individuel, il réservera. Et du coup, on ne fera pas la liaison statistique avec l'apport parce qu'il n'aura jamais réservé. Il y a bien une outil réservation, mais c'est 3 semaines plus tard. Donc, en fait, les institutions pour moi, sont plus des centrales de visibilité que des centrales de réservation. Sauf que vu que la plupart du temps, elles parlent en réservation, on leur dit vos résultats sont nuls. Alors que je pense que leurs résultats ne sont pas si mauvais que ça, parce qu'ils font de la conquête initiale, mais qui, statistiquement, ça ne se valorise pas. C'est comme quand on va sur un salon, on ramène du contact, mais on ne le transforme pas en chiffre d'affaires immédiatement et on a l'impression que c'est moins efficace que 10 balles sur Google. Et là, toi, ton objectif finalement, c'est d'être exhaustif sur l'ensemble de la profession parce que qui dit offre exhaustive permet justement d'accéder à une offre un peu complète pour pallier justement à des bookings ou en tout cas voilà, pour des plateformes qui veulent se connecter et proposer des offres comparatives en tout cas entre différents établissements. Nous, dans notre modèle économique, on a besoin de volume. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas ce que disent les clients. Les clients, ils trouvent que c'est trop cher. Ils ont raison, c'est leur métier, c'est leur boulot. Quand on est acheteur, c'est trop cher. Mais par exemple, le pack individuel, on a une équipe de 6 personnes qui développe en permanence. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qu'on a fait il y a 2 ans et on est passé à autre chose. On a une équipe en permanence de 6 personnes. Un chef de projet, des développeurs, un spécialiste en UX, quelqu'un qui suit les statistiques, etc. Donc, quelqu'un qui s'occupe des moyens de paiement, enfin voilà. Donc, vu qu'on ne peut pas le vendre à une personne, c'est-à-dire que la masse salariale de ces 6 personnes, je ne vais pas faire les calculs, je ne vais pas faire les dossiers. Tout ça pour dire qu'on a besoin de volume pour pouvoir continuer et pouvoir maintenir ce niveau d'innovation, ce niveau de mise à jour. Et puis quand je dis mise à jour, je pense à stabilité, sécurité, évolutabilité. Voilà, c'est-à-dire. Donc ça, c'est important. Et du coup, pour en revenir à ta question, ce n'est pas qu'on vise l'exhaustivité. Nous, on vise du volume pour être rentable parce que toute société a besoin de l'être, ne serait-ce que pour poursuivre son activité. Ça, c'est le premier point. Et après, nous, on reste à notre place, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne fait pas de sélection. On dit à peu près à tout le monde, hormis quand on juge vraiment que, je crois que j'ai dit que c'est les peintres, on estime que tout le monde peut rentrer sur ce marché. On n'est pas une porte d'entrée avec un chef de gare dedans. En tout cas, moi, je ne suis pas chef de gare. Voilà.
D'accord. Non, après, c'est vrai que bon, c'est cette logique de toujours améliorer le taux de conversion. On l'a vu sur la version mobile, hein, il y a eu une grosse mutation. Maintenant, on est presque à 60, au moins 60% de consommation mobile. Et ça, c'est vrai que votre dernière version est très mobile first. Et ça, on l'avait vraiment vu avec la nouvelle version de Secure Holiday. Et après, voilà, c'est vrai que moi, je vois ça comme cet exemple là, Explo, plateforme de voyage à vélo qui veut se connecter et qui veut avoir une offre exhaustive du voyage. Aujourd'hui, il se connecte à votre API et directement à accès ça et à accès à cette offre et de manière comparative parce qu'il y a quand même une tendance, même si je parlais tout à l'heure de l'individualisation pour avoir l'écosystème, à la comparaison en amont en tout cas de ces vacances, même si après on peut aller réserver en direct. Et c'est ça, vu que le niveau des sites internet se maintient bien dans le camping et que les gens, on a des systèmes de résa qui sont facilement accessibles, voilà, qui ont les standards du web, on arrive à maintenir cette autonomie dans la commercialisation. Maintenant, on va basculer, si tu veux bien, sur l'actualité du moment. Donc, c'est vrai que voilà, ça a fait un petit peu de bruit. Donc, c'est vrai que vous avez racheté Inaxel donc en mai dernier. J'avais pas la date, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Oui, je peux le dire. Je te prends fort là, d'un coup là. Non, mais ça s'est passé tout simplement, hein. Jean-Charles Chamy m'avait dit il y a un peu plus de 2 ans qu'il pensait, il pensait un de ces quatre vendre parce qu'il avait envie de faire autre chose. Et je lui avais répondu à chaud. On sortait d'une réunion ici à Toulouse, une réunion de suivi pour la chaîne Flower. Et donc, entre deux portes, il me dit ça. Et à chaud, je lui dis écoute, moi, c'est pas mon métier, je fais pas du PMS. Voilà. Donc, je suis parti. Et 2 jours après, je l'ai rappelé en disant écoute, c'est pas mon métier, mais il y a, on a de fortes relations avec toi, tu pèses beaucoup. Et ça pourrait mettre en danger, si selon qui le rachète, ça pourrait mettre en danger l'activité de site ouvert. Donc je lui ai dit, écoute, hein, je ne dis pas que je suis acheteur, parce qu'honnêtement, je ne suis pas organisé, je n'ai pas l'argent, enfin, etc. Je ne sais pas comment il faut faire, en plus, ce n'est pas mon métier. Mais si tu avances sur ce dossier-là, préviens-moi parce que j'aimerais, si tu le souhaites en tout cas, j'aimerais avoir un avis là-dessus. Voilà. Et donc, effectivement, il y a à peu près 1 an, c'est ça, il y a à peu près 1 an, il m'a appelé en disant ben, ça avance, ce projet-là même se précipite un peu. Donc, si tu. Alors là, par contre, j'ai des choses que je ne peux pas dire parce qu'il y a de l'ordre de la confidentialité. Donc, ce n'est pas moi qui serai en porte-à-faux, ça serait Jean-Charles Chagnon, c'est lui probablement qui s'en fout. C'est son bateau. Ouais. C'est son bateau, c'est ça. Donc, il me l'a dit et du coup, ben, j'ai réfléchi un peu. En me disant qu'effectivement, il y avait un problème stratégique et tactique qui était une mise en danger pour l'activité de site web et le confort de travail de nos clients. Où je suis allé voir mes banquiers et quelques personnes qui ont quelques compétences sur le financement d'une structure comme ça, le rachat d'une structure, pour leur demander leur avis par rapport à quelle offre, comment le financer, etc. Et donc 2 jours après, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas te dire que si je peux le payer. Enfin, on a parlé un peu argent, hein, évidemment. Je lui ai dit, je sais pas si je peux le payer, mais en tout cas, je peux te dire que les banques qui sont à côté de nous disent que c'est raisonnable, qu'en tout cas, le dossier est montable. Donc, je lui ai dit, j'ai besoin que tu me laisses un peu de temps pour voir comment le faire. Voilà. D'accord. Et à partir de là, je me suis rapproché de personnes dont c'est plus le métier. Pour m'aider, parce que moi, j'ai toujours fait que de la croissance interne. La croissance externe est un truc sur lequel j'avais 0 expérience. J'ai jamais fait d'études de finance. Hein, j'ai fait un peu de gestion, mais j'avais souvent moins que la moyenne à l'école en gestion. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ça s'est fait. Et au fur et à mesure, ça s'est fait à la fois sur des critères, alors pour le coup, dans un premier temps, plutôt défensifs par rapport à l'activité de site ouvert. Tout à fait. Et plus on est rentré dans le cœur du métier et du projet, ça s'est fait, on va dire, aussi, en tout cas, est venu se greffer des éléments, alors on va dire offensifs ou dynamiques, dans l'interconnexion entre les deux. Et puis, alors je vais un peu plus loin, là, le calendrier, j'avance dans le calendrier, je me projette après le rachat. On a commencé à réfléchir vraiment sur
les évolutions fonctionnelles, sur les innovations potentielles. Et que du coup, là, le champ des innovations est pour moi très, très important. En fait, j'ai l'impression qu'il y a même énormément de choses à faire, à vrai dire. Qu'il faut les faire de manière juste, réfléchie, vraiment avec une connexion, une interconnexion. Je pourrais citer quelques exemples, je ne vais pas en dire trop. Mais voilà, donc c'est vraiment l'initiative a été défensive. Ouais. Aujourd'hui, la notion de défensive est vraiment oubliée. Il n'y a pas de. Il y a vachement de synergie et d'économie d'échelle. C'est vrai que c'est même plus que la synergie. C'est-à-dire la synergie, c'était la notion défensive. Il y a vraiment des choses qui, sur le périmètre métier historique du PMS in Axel et de toutes les fonctions autour, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'amélioration de productivité en pensant à la fois technique et market. C'est-à-dire comment on le fait sur cet ouvert. Il y a des réflexes, je ne peux pas me changer et on ne peut pas se changer. Donc, on réfléchit à la fois à l'outil technique qui est entre les mains d'un gestionnaire de camping à sa réception ou sur site, qui a besoin d'interconnexion avec des outils périphériques. Et aussi, on pense à l'usage du client. Et qu'à un moment donné, voilà. En gros, moi, je trouve, pour faire synthétique, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments techniques qui fonctionnent en silo, qui sont interconnectés, mais dont le fonctionnement est en silo. D'accord. Et que je pense que pour un meilleur usage, quand je dis un meilleur usage, je pense à un meilleur usage pour le client. Ouais. Je pense en termes de remontée d'informations pour améliorer aussi la BI, la connaissance, la fidélité, la satisfaction. Il y a beaucoup d'interconnexions qui sont possibles, et qui sont à la portée. C'est-à-dire, il faut se poser, il faut réfléchir, mettre en place des cahiers des charges, discuter avec des prestataires techniques pour dire on vous donne ça pour travailler, mais si vous nous renvoyez ça à la fin, quand vous avez travaillé, nous, en fait, ça nous permettrait d'alimenter alors une fiche client, un compte client, une interface client, une facture, de la data pour faire d'autres choses, et que c'est juste de dire à un certain nombre de personnes il ne faut pas une connexion idiote qui vous dit vous avez besoin d'un point de contact, on vous le donne, mais on va vous donner aussi un identifiant en plus de ça. Et l'activité, vous allez nous renvoyer l'identifiant client qu'on vous a donné avec une synthèse de l'activité qui s'est faite pour qu'on puisse construire et enrichir la connaissance et l'usage global de tout cet écosystème. D'accord, ouais, donc finalement, toi au début, tu as un profil un peu technique, justement, parce que pour arriver à développer un produit, que ce soit online ou en local comme Inaxel, aujourd'hui, voilà, tu as un côté, justement, tu disais, en tout cas, matheux et dev ou technique, c'est quoi ton profil au départ? Je pense que ta question, quand les gens l'entendront, en interne, ça va faire marrer. Moi, j'y comprends rien en informatique. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà, vraiment rien. Moi, quand il faut mettre à jour mon antivirus, j'appelle notre responsable réseau qui vient et qui met à jour mon antivirus. Ok. Je sais les utiliser, je sais dialoguer avec des techniciens. Ça fait quand même longtemps, donc j'ai un peu appris à comprendre ce qu'ils me disent et à leur exprimer ce dont j'ai besoin. Après, je ne suis pas tout seul, il y a des gens dont c'est le métier aussi. Mais mon profil, il est market. Je ne suis pas du tout un technicien. Ok. En tout cas, tu as une bonne vision produit aussi. Et quand tu es arrivé chez Inaxel, tu vois plein de vases communicants et d'améliorations au niveau du produit. Et c'est vrai que j'en parlais avec Jean-Christophe Chanu aussi, qui me disait qu'il y avait eu, que maintenant c'était hyper enrichissant, excitant, parce que vous avez une roadmap super passionnante au niveau du déploiement du produit. Mais en tout cas, toi, je vois plus, t'es plus produit que vraiment... pour la commercialisation de ton produit. À un moment, c'était une de mes questions, c'était comment tu vois la commercialisation de ton produit. Donc c'est surtout en faisant de la bonne cam, comme on dit, un bon produit qui soit bien fonctionnel et bien placé en termes de prix, que tu vois la commercialisation de ton produit. Tu n'es pas en mode communication à outrance, il faut être partout. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vois d'un œil extérieur. Alors, je sais pas, moi, le rendu en termes de com que toi, tu peux avoir. Moi, je pars du principe qu'on parle beaucoup de nous déjà, donc que ça va fatiguer. C'est pour ça, d'ailleurs, je n'étais pas si chaud que ça de répondre à ton interview. Je t'en remercie, mais j'ai mis un peu de temps pour
pour y répondre, parce qu'au bout d'un moment, quand on parle trop de c'est ouvert ou de moi, alors, moi, je considère que quand on parle de moi, c'est sympa, c'est valorisant, ça valorise l'ego. Mais la réalité, c'est que moi, je fais une partie du boulot, certes, qui est visible, mais on est 90 chez C'est ouvert. On va être à peu près 40 chez Inaxel maintenant, parce qu'il y a quand même une grosse progression de la masse salariale. Et on va y revenir, je suppose. Mais donc, effectivement, moi, ce qui me motive, je pense, sincèrement, c'est les projets. C'est la réflexion sur les projets, c'est essayer de voir dans ce qui se passe dans les campings, dans l'environnement, dans les nouvelles technos, dans les nouveaux produits, comment on peut faire pour avoir un meilleur écosystème global. Voilà. Je pense que j'essaie souvent de réfléchir à l'écosystème global plutôt que chacun travaille dans sa ligne d'eau. Et la difficulté, c'est que chacun vend sa canne, c'est la logique du commerce, et chacun la vend dans sa ligne d'eau. Donc, essayer de dire, OK, c'est super ce que vous faites, mais il faut la faire interconnecter avec un autre pour que le client s'y retrouve. C'est un travail qui n'est pas tout à fait naturel. Parce que c'est quand même plus facile de dire, tiens, je te donne la donnée dont tu as besoin, tu te débrouilles et éventuellement, tu m'envoies un peu de rétrocom et on est sur un échange technico-financier. Ce dont je parle là, c'est d'essayer d'être sur un échange technico-data pour que l'ensemble de l'écosystème soit, là, pour le coup je me répète, mais l'ensemble de cet écosystème soit plus performant. L'enjeu, il est assez clair quand même. C'est que les technos coûtent cher. Parce que les développeurs sont des denrées plutôt rares. Donc, ça veut dire que les clients de ces technos-là, donc les campings, les composants de camping, les institutions, etc., risquent de payer les technos de plus en plus cher. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour les campings, ce n'est pas trop leur problème. Ils le savent dans un coin de leur tête. Mais l'enjeu, il est un peu plus, si on se décale, il est un peu plus loin. C'est-à-dire que si on agrège des mécaniques qui sont déconnectées nativement entre elles, à un moment donné, le gestionnaire de camping, il va dire, moi, ça ne marche pas très bien mon truc. Mon client qui a un bracelet pour rentrer à la piscine, un bracelet pour payer au bar et une interface pour faire autre chose et une autre. Mon client, en fait, il vient à la réception pour me dire mon bracelet ne marche pas, mon bracelet pour payer, il n'y a plus de crédit. Et on a beau lui dire qu'il a une interface pour ça. Donc, en fait, on améliore l'infrastructure techno, mais pas l'expérience client. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, les campings individuels ou les groupements de camping vont dire toutes ces technos isolées, il faut que je les réconcilie dans un outil qui est au-dessus. Et ça va coûter un bras d'enfant. Et puis, un bras d'enfant du 16e, pas un bras d'enfant, d'accord puisque les développeurs sont des denrées rares, donc chères. Donc, ça veut dire, si je rentre dans une dimension un peu plus de prospective, ça veut dire que les grands groupes, eux, ils auront les moyens, parce qu'en fait, ça va leur coûter très cher, mais ils vont l'amortir sur 100, 200, 300, 500 destinations. Et même des groupes qui pèsent, des chaînes volontaires qui pèsent, aujourd'hui réfléchissent déjà à comment améliorer leur investissement technique. Je ne cite pas de nom, mais voilà, c'est des questions qui sont sur leur table. Et donc, quand nous, on dit en amont, il faudrait qu'on s'interconnecte de manière un peu plus intelligente, on anticipe une question qui arrivera dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais du coup, vu que c'est fait nativement, financièrement, ça ne se voit pas beaucoup. Ouais. Oui, c'est là aussi c'est le bienfait du client que finalement... Bon, déjà, je trouvais que vous avez toujours réussi, comme tu dis, à bosser de manière assez intelligente, c'est-à-dire et rester dans votre ligne d'eau, mais toujours en étant connecté pour le bien-être du client. Et c'est bien ça qu'on a senti et que tu as verbalisé. Après, le fait qu'aujourd'hui, vous ayez permis, en tout cas, d'accéder à un outil comme ça, de manière à un coût. Alors oui, certes, tout doit se payer, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on arrive à avoir un super outil
de commercialisation à tarif assez abordable parce que tu as du volume et ça tu l'as bien exprimé. Et en tout cas, j'ai senti aussi que tu es revenu un petit peu sur ta décision. Finalement, je voulais être sur ma ligne d'eau, mais finalement, quand on voit qu'on peut agréger quelque chose qui est complémentaire et pas aller vendre des choses complètement différentes, aujourd'hui, tu as vu les synergies et c'est ça aujourd'hui que je pense, tu trouves vertueuse. C'est ça. D'accord. Exactement. Très bien. Et donc du coup, ouais, aussi, donc c'était peut-être pour ne pas avoir une situation de monopole comme tu l'as dit, pour aussi protéger. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui avec Inaxel. Tu as dit que vous étiez 90 et 40 chez Inaxel. Comment vous organisez au niveau de ton temps perso, des équipes, parce que voilà, tu as bien mentionné qu'il y avait énormément de personnes qui travaillent pour le projet commun. Donc quelle est l'organisation aujourd'hui de ce groupe? Du coup, d'ailleurs, c'est un groupe maintenant. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de groupe qui agrège les deux maintenant? Non, parce qu'en fait, au-dessus de cet ouvert, il y avait une holding, en fait, puisqu'on a centralisé un certain nombre de choses. Puisqu'il y avait donc, je t'ai parlé qu'il y avait d'autres petits satellites. Ouais. En fait, cet ouvert, c'est une filiale de la holding, dont je suis actionnaire majoritaire avec d'autres personnes, un actionnariat stable. À l'exception de l'opération, puisque BP, ça on l'a dit dans le communiqué de presse, BP Multicroissance est rentré dans le capital pour participer au financement de l'opération. Et du coup, c'est cette holding qui a racheté Inaxel, et donc c'est ouvert et Inaxel sont des sociétés sœurs. D'accord. Voilà, ça c'est la situation, et il n'y a pas de raison. C'est ouvert va continuer de travailler avec tous les PMS. Ouais. Chaque fois on améliore une connectique entre cet ouvert et Inaxel, en fait, le protocole est public, il sera accessible et disponible pour l'ensemble des PMS. On n'a pas de... certes, on va le faire dans un agenda concerté, donc on sera toujours globalement plus rapide et toujours d'accord surtout, on sera d'accord avec nous-mêmes. Donc quand on développe une fonction, mais par exemple, il y a des fonctions qu'on est en train de développer avec un PMS allemand qui est dédié sur ce PMS allemand, parce que, et qui n'a rien à voir avec un développement pour Inaxel. Donc voilà, ça c'est un engagement. En plus, moi je sais que j'ai prévenu Nicolas Daillot quelques jours avant la sortie officielle en lui donnant l'information et en lui disant par ailleurs que, parce qu'il n'est pas client d'Inaxel, et en lui disant que la politique de connexion avec les PMS resterait parfaitement ouverte et égalitaire, et ça, on le maintiendra parce que c'est l'intérêt de cet ouvert. Hein, de toute manière. On va pas dire tout le monde passe chez Inaxel, c'est pas faisable, humainement, techniquement, c'est pas l'objectif, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un agenda d'amélioration technique. On va mener un travail qui arrivera, je pense, là maintenant que pour la saison 2024, où il y aura une vraie totale interconnexion des data froides et tièdes. Et du coup, vu qu'il y a déjà l'interconnexion de la data chaude, on va dire que l'interconnexion sera exhaustive ou quasi exhaustive, parce qu'il y a des choses qui concernent comme pan de l'activité pour les clients qui sont à la fois Inaxel et Secunet. Voilà. Ça, c'est un objectif. C'est long, sachant que si on peut revenir en mai, moi, la priorité Alors, tu me posais plusieurs questions. Ouais. Alors moi, comment je fais? Je me débrouille déjà. C'est pas toujours facile au quotidien, mais ça va. Sachant que les équipes sur cet ouvert ont été structurées, que les équipes côté Inaxel l'étaient aussi, hein, parce que Jean-Charles, lui, a quitté le navire pour monter sur un autre. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Charles est parti sur un bateau voyager. Voilà. Mais son frère, qui faisait partie des actionnaires fondateurs, est toujours là. La gestion, son épouse est toujours là. La directrice des opérations est là. Il y a par contre, Jean-Charles, il faisait deux choses. Il faisait la direction générale et la direction technique. Et du coup, il y a un nouveau directeur technique qui est qui s'appelle Loïc, qui lui vient de cet ouvert. C'est un transfuge de cet ouvert, mais il était montpelliérain en fait.
Donc, pour lui, il a pas déménagé de 250 km, hein, il a D'accord. déménagé de bureau de 8 km. Ok. Et par ailleurs, avant, c'était lui qui avait fondé Eunaya, qui Ah avait oui. participé à du code d'Applicamp. Mm. Donc, en fait, il est directeur technique avec une très forte connaissance, hein, du Du milieu, métier et aussi de certaines nouvelles technos qu'on va intégrer à Inaxel. Voilà. d'accord. Donc, premièrement, le staff existe. Donc, Mm. effectivement, il y a des ajustements, il y a des méthodes, il y a le management bouge un peu. Enfin, ce n'est pas le management qui bouge, c'est la culture du management qui bouge. Mm. Alors, qui bouge doucement parce que Inaxel avait sa culture, c'est ouvert, on a une autre, même si sur la base des attitudes individuelles, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Ouais. En tout cas, moi, j'ai découvert beaucoup de similitudes. Ouais. Sur la culture d'entreprise, c'est des entreprises distinctes qui travaillaient de manière un peu différente. Donc, moi, je fais effectivement un travail pour essayer d'homogénéiser la culture, donc certaines méthodes de management. Mm. Ça prend du temps parce que les habitudes sont les habitudes. Voilà, Ouais. sinon, on n'appellerait pas ça comme ça. Donc, pour les changer, il faut que tout le monde trouve que ça soit cohérent, etc. Et c'est vrai que la culture, on le sentait, et beaucoup de gens étaient un petit peu, enfin, contents de ce rapprochement. Et d'ailleurs, tu dois le sentir parce que voilà, qu'il y a peu de friction auprès des clients et du staff. En tout cas, j'ai l'impression et de ce que tu m'en disais. Donc, c'est que il y avait une culture assez proche et un mindset, une façon de faire assez proche. Et voilà, et je voulais aussi te questionner sur l'aspect management. Du coup, quelle est ta vision justement, comment tu responsabilises les gens, mais ça, tu vas peut-être nous en parler en nous disant comment est organisé cet ouvert à ce niveau-là aussi. Après, les organisations, c'est une entreprise qui n'a rien d'exceptionnel, que ce soit site ouvert ou Inaxel en termes d'organisation, hein. Il y a des Mm. services. Ouais. Les services sont à peu près identiques, hein. D'un côté comme de l'autre. La seule différence, c'est qu'il y a un gros service de production marketing côté site ouvert, hein, puisqu'il y a beaucoup de portails qui sont managés en interne, ce qui n'est pas le cas côté Inaxel. Et pour le Mm. reste, hein, il y a du support hotline, qui est un peu plus développé côté Inaxel, parce que le support descend aussi sur des supports techniques, mécaniques, locaux, les barrières, les lecteurs de Ouais. QR code, etc., etc. Donc là, il y a un petit delta, mais globalement, structurellement, c'est la même chose. Il y a un service commercial, il y a un service développement. Dans le service développement, il y a différentes compétences, hein. Il y a ce qu'on appelle des PO, des product owners, Mm. et des chefs de projet en français. Et donc, les structurations sont assez similaires. Il y a la gestion, etc. Mm. Et après, là, ce que le groupe apporte, c'est qu'on a une juriste responsable pour les Mm. problématiques RGPD, donc elle est un peu plus spécialiste là-dessus. On a une comptable en interne, etc. Donc, il y a quelques synergies administratives, Ouais. mais hormis ces synergies administratives, les deux structures fonctionnent de manière, alors, pas cloisonnée, mais de manière parallèle. Mm. Et à l'intérieur de ça, avec du décloisonnement pour essayer de répondre respectivement aux besoins ou aux questionnements de l'autre. Mm. L'une des premières décisions, enfin, on va dire qu'il y a 2-3 décisions qui ont été prises rapidement. La première, c'est qu'on a voulu que les hotlines se connaissent mieux pour qu'il n'y ait plus de questions qui soient renvoyées en disant non, c'est l'autre. L'idée, c'était d'éradiquer totalement cette problématique, Ouais. qui serait incompréhensible pour un client. Donc, on a envoyé à peu près la moitié des deux équipes de support site ouvert Inaxel dans un VV à l'Èche-Cap-Ferré pendant une semaine pour travailler ensemble. C'est-à-dire qu'elles ont travaillé normalement dans un cowork, on y reviendra peut-être tout à la fin. Elles ont travaillé ensemble dans un cowork. Et au-delà du travail qu'elles ont fait, elles ont échangé, compris les métiers des uns, les problématiques de l'autre. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'était quand même de créer du lien, de la proximité. Et à l'intérieur de ce lien et de cette proximité, on crée des affinités. Et le fait que quand maintenant un client appelle d'un côté, il y a de la ressource qui sait que c'est telle personne qui va pouvoir, dans l'autre équipe, répondre à cette question, parce qu'en fait, ce n'est pas une question pour Inaxel, mais c'est une question pour site ouvert. Et que pour le client, il va se faire rappeler par quelqu'un d'une autre boîte, et qu'on lui résoudra son problème, et que c'est en termes d'amélioration. Donc ça, c'était le premier élément, l'une des premières décisions.
La deuxième décision, c'était que, comme beaucoup de structures, euh, le plan Inaxel était déjà en retard sur son plan de recrutement. D'accord. C'est-à-dire que c'était difficile, mais là, je n'apprends rien à personne. Trouver des salariés, que ce soit dans la restauration, dans l'informatique, le service, les chauffeurs de bus, enfin voilà, vous connaissez la liste tout autant que moi. C'est un peu difficile, donc on a revu le pacte social de la structure, c'est-à-dire 35 heures, télétravail, ticket restaurant, un certain nombre de choses, salaire. D'accord. Pour du coup faire des offres qui seront, on va dire, socialement plus intéressantes. Et à partir de là, donc il faut d'abord, l'idée c'était de l'appliquer en interne, j'en étais là, et sur cette base-là, pouvoir recruter. Donc ce choix a été, je pense, positif, parce que d'abord le bien-être des salariés qui étaient là, je ne veux pas parler à leur place, hein. Je suis le méchant patron, donc mais je pense que ça va comme méchant patron. Voilà. En tout cas, des retours que j'en ai, ça va comme méchant patron. toujours, ça, c'est une question de point de vue ou d'agenda, parce qu'on peut me trouver cool un jour et puis moins cool le lendemain. Mais je pense que dans l'ensemble, ces modifications en interne ont été très, très bien perçues. Et ont redonné un surcourant d'intérêt, de motivation, de sens dans le métier d'Inaxel. D'accord. Et je tiens à le dire aussi, puisque l'on en parle, c'est pas en opposition avec ce qui se faisait par le passé. Je dois, puisque là, on en parle de tout le travail de transition, de passage d'informations, de négociation sur des trucs vraiment pénibles qui a été fait avec Jean-Christophe et Jean-Charles, a été fait avec beaucoup de droiture, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de transparence. Alors moi, j'ai qu'une expérience de rachat, et donc je ne peux pas comparer, mais j'ai le sentiment que ça s'est vraiment très très bien passé avec des gens qui étaient carrés. Et donc je les remercie là. Je ne sais pas si c'est publiquement, mais en tout cas je le dis parce que voilà. Et donc en fait, le nouveau pacte social a permis de recruter. Alors aussi parce que on a de l'ambition technique en matière de développement, donc il nous fallait plus de ressources, mais aussi parce qu'on a l'ambition d'avoir une excellente, voire même le meilleur support client, et que par le défaut des recrutements, ça s'était désagrégé. Elle était moins, il faut le dire, hein, sur la période de avril, mai, juin, il manquait du monde, où on avait recruté, mais il y avait tant de formations. Donc voilà, donc c'était aussi pour remettre au standard d'excellence en matière de support et se permettre de mettre en place techniquement tout ce qu'on veut mettre en place. Ce qu'on veut mettre en place en termes techniques, je pense que ça se regroupe en trois grands ensembles. Le premier, c'est de la maintenance. Je ne sais pas si, quand on n'est pas technicien, on ne le sait pas, mais que ce soit sur site ouvert ou Inaxel, il y a à peu près un tiers des équipes qui font de la maintenance. C'est-à-dire qu'un truc qui marche, c'est un peu comme un sanitaire. C'est-à-dire si on n'y fait rien, au bout d'un moment, la peinture n'ouvre plus, la peinture est partie, etc. Parce qu'il y a des technos qui bougent, des environnements techniques qui ont bougé. Et donc, en fait, ce qui marche un jour ne marche pas toujours. Donc, en fait, il y a toujours une partie des personnes qui font de la maintenance ou qui réparent des bugs qui n'existaient pas hier et qui existent ce matin. Voilà. Il y a une deuxième partie qui est là, et c'est celle-là qui a été notablement renforcée, c'est la partie innovation fonctionnelle. Et la troisième est une partie que les clients ne verront pas, ou quasiment pas, qui s'appelle du refactoring, c'est-à-dire qu'on prend du vieux code. Et alors, le vieux code d'Inaxel n'est pas très vieux parce que le vieux code d'Inaxel a 12 ans. D'accord. Voilà. En gros, en informatique, il y a des systèmes qui ont du code qui a 20 ans. D'accord. Donc, mais malgré cela, on reprend du code et bout par bout, on le refactor, c'est-à-dire qu'on le réécrit. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois de développement de 2 à 3 personnes, à la fin, ça fait exactement pareil. C'est-à-dire ça ne se voit pas. Sauf que le code est propre. Le propre est dans une techno plus agile, c'est-à-dire qu'il va plus vite. Le code, quand il va plus vite avec une techno qui est plus récente, il est beaucoup plus facilement sécurisable.
il est beaucoup plus stable et beaucoup plus évolutif. D'accord. Donc je prends tous ces adjectifs parce que c'est important. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on parle, quand on refait cet investissement, c'est un peu comme refaire un bloc sanitaire, je garde la même image. À la fin, on a plus de robustesse, c'est-à-dire que c'est plus stable. On a plus d'agilité et plus de sécurité. L'agilité, ça veut dire que si on veut faire évoluer une fonction avec un code qui est propre, c'est possible. Quand on a un code qui est ancien, refaire une vieille fonction, c'est très compliqué parce qu'on a peur que ça génère un bug à droite, un bug à gauche, etc. Et qu'on peut, à changer un truc, on peut générer des gros problèmes. Donc, en fait, au bout d'un moment, on est sclérosé, on ne le fait plus. Donc, décider, et donc l'idée, pour le dire aussi clairement, c'est que il y a des grosses parties importantes qui vont être la priorité. Donc, d'ici 1 an, toutes ces priorités seront faites. Je pense que c'est un tunnel, on l'a estimé à peu près à 3 ans de développement pour une équipe qui va aller entre 2 et 4 personnes en permanence pour que l'intégralité du soft soit intégralement refactorée d'ici 2 à 3 ans. Ouais, donc vous refaites le sanitaire, mais toilette par toilette, et le sanitaire continue à être fonctionnel. C'est comme si tu refais le moteur, mais en changeant juste la durite, et la voiture continue à rouler, quoi, finalement. On est d'accord. Je ne suis pas sûr que j'ai choisi initialement la bonne image pour continuer de parler de chiottes. Non, mais c'est vrai que c'est particulier parce que vous faites ça petit à petit pour pas faire une grosse V2, par exemple, de une axle. Donc ça se fait en fil rouge et de manière continue. D'accord. Par expérience, les nouvelles versions que l'on sortira dans 2 ans, dans 3 ans, je connais des boîtes qui l'ont mis sur la table. On n'y arrive jamais, en fait. Parce qu'au bout de 3 ans, bien sûr. Les besoins ont évolué et du coup, c'est énormément d'argent sur la table, énormément. Ouais. Et après, la migration est extrêmement lourde parce que en fait, la nouvelle version ne fait pas tout ce que l'ancienne faisait. Ouais. Du coup, on ne peut pas migrer non plus. En fait, c'est plus un projet en 3 ans, ça devient un projet sur 6 ans. Alors que là, le refactoring fait qu'à la fin, on aura un outil qui sera techniquement extrêmement moderne, qui n'est pas totalement aujourd'hui. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Il sera extrêmement moderne. Et en parallèle, nous, on travaille toutes ces nouvelles fonctions qui viennent impacter des bouts que, en parallèle, les nouvelles fonctions, on va les affecter à des parties qui sont elles-mêmes en refactoring pour que l'ensemble soit... C'est pour ça que je parle que l'équipe technique est très motivée, parce qu'en fait, il y a une grosse ambition, il y a un gros enjeu, et que les techniciens se nourrissent de ça, en fait. Hein. C'est un technicien qui ronronne, au bout d'un moment, il s'embête et il s'en va. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, du coup, j'avais une question, et c'est vrai qu'on entend beaucoup, en tout cas moi je m'enseigne beaucoup sur les SaaS, donc les Soft as a Service, hein, c'est la grande tendance. Donc c'est-à-dire avoir un soft, un logiciel qui soit hébergé online. Donc aujourd'hui, Inaxel est en local. Finalement, quelle analyse tu as de ça et quelle roadmap On aura des réponses sur ce sujet. Très clairement. D'accord. Ok. Donc pour l'instant, ça reste. Non, mais c'est pas une question de confidentialité. Il y a déjà des groupes qui ont un serveur central et qui du coup travaillent sur une version qui est une version isolée pour eux et pas isolée pour eux sur un serveur central et qui n'ont pas le logiciel posé sur chacune des réceptions. Donc on a déjà des choses qui s'apparentent à ça, qui ne vont pas jusqu'au bout de ce que tu dis. On n'est pas en SaaS à proprement parler, mais on y travaille. Il y aura des versions hybrides. Il y aura des outils qui, eux, le seront totalement. Quand on revoit complètement la suite, actuellement, la suite qui s'appelle Nomad avec 2 modules, il y avait un Nomad qui faisait toute la partie conciergerie. Donc le nouveau Nomad aura 2 modules. Il y a un module conciergerie et un module accueil. Ce module accueil déportera un certain nombre de choses qui existent sur la partie Maxi-gestion classique. Les 2 sont interconnectés, c'est-à-dire que un réceptionniste qui est devant la barrière, qui voit arriver quelqu'un, il pourra vérifier si tout est enregistré, il pourra éventuellement accélérer un nettoyage, donc connecté à la version conciergerie. Tout ça, ça sera en full SaaS. D'autres projets là-dessus. Pour aller en ce sens-là, sachant qu'il ne faut pas oublier par ailleurs que beaucoup d'établissements sont dans des zones
Voilà. où voilà, ils ont pas un tuyau qui est monumental, qui est forcément très très stable, et que quelquefois c'est très inadapté. Et que le problème, c'est que quand on parle de robustesse, la robustesse, ça se voit et ça se mesure surtout le samedi matin, quand un camping alors pour les gros qui ont 100, 150, 200, 300 arrivées, voilà. Il faut absolument de la robustesse. Alors, il y a des outils de contournement, mais la question, très clairement, on y travaille et c'est un des sujets et on ira. Oui, c'est sûr, ça va aussi parallèlement avec le développement de la fibre et des connexions Internet, parce que si on veut accéder à son logiciel online, il faut avoir une super bonne connexion, parce que voilà, ça peut poser de gros problèmes. Après, il y a aussi les bureaux à distance. Je sais qu'il y a finalement assez peu de campings que je trouve qui l'utilisent, mais voilà, la possibilité d'accéder du coup avec un bureau à distance. Ouais, mais ça pour le coup, voilà. la solution technique est assez simple. Ouais. Là, c'est juste Bien une sûr, question logiquement de test et on aura des solutions aussi rapidement en ce sens-là. Parfait, bon ben d'accord. Et donc du coup ma dernière question c'est sur la partie évolution du coup de la résa en ligne de Inaxel. Il y a pas mal de personnes qui me posaient la question là-dessus. Naxi Reza, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'on bascule automatiquement chez Secure Holiday et quel est le planning aussi à ce niveau-là? En fait, il y a même deux sujets où il y a des frottements. C'est-à-dire que la complémentarité des produits entre les deux structures est quasiment parfaite, hormis sur deux produits. Inaxel et C'est Ouvert ont un outil de distribution, puisqu'il existe aussi chez Inaxel. D'accord. Et les deux ont un système de résa. D'accord. Donc, effectivement, la logique, il y a une logique de productivité, une logique de concentrer les ressources sur un produit plutôt que de les éparpiller sur deux et d'avoir en gros d'affaiblir le rendement par deux. Et voilà. Donc la logique, c'est clairement, c'est qu'un jour, le Naxi Reza disparaîtra et que le channel manager de Inaxel disparaîtra. Ça, c'est la logique. L'autre logique, qui n'a rien à voir avec celle-là, c'est que par expérience, on sait très bien que, alors d'abord, il y a des clients qui sont attachés à un produit. Au-delà de l'attachement des produits, ils sont attachés à un usage. C'est-à-dire ça marche comme ça marche bien, il n'y a pas de raison de changer. Très bien. Le deuxième élément, c'est que changer, ça implique, ça a des coûts. Ça veut dire qu'il faut appeler son webmaster, faire une autre intégration, etc. et que ce n'est pas vraiment le bon moment. OK. Donc, très clairement, la politique là-dessus, moi, je n'ai pas d'état d'âme à l'exprimer. C'est que le Naxi Reza et le channel manager de Naxel, on ne les coupe pas. Il n'y a pas de rupture brutale et violente, ni cette année, ni l'année prochaine. D'accord. Mais aussi, officiellement, on dit que d'un côté, Naxi Reza, c'est une équipe de 2 ou 3 développeurs qui de temps en temps allaient y travailler pendant 6 mois pour faire une nouvelle version. Alors que du coup, chez C'est Ouvert, c'est 6 personnes qui y travaillent en permanence. Donc, dans le produit et dans l'usage du client, dans la capacité à faire une meilleure transfo, logiquement, ça doit payer pour nos clients. D'accord. Donc, l'idée, ça sera de les basculer petit à petit. Alors, il y en a beaucoup qui nous disent « moi, je ne suis pas prêt », ou d'autres qui nous disent « mais en fait, je voudrais changer tel ou tel type, donc je vais le faire tout de suite ». Donc, on va laisser du temps à nos clients pour le faire. Il y en a qui ne sont pas contents. C'est-à-dire, tu as dit que tout le monde, dans l'ensemble, était plutôt content du rapprochement entre C'est Ouvert et Inaxel. Alors oui, il y a la majorité des gens qui s'en félicitent en se disant « si ça n'avait pas été nous, ça aurait été peut-être quelqu'un d'autre et que ça aurait été peut-être, je ne sais pas si c'est bien, mais ça aurait été moins bien ». Voilà, je reste un peu neutre. Mais il y a quelques-uns qui nous engueulent ou qui ne comprennent pas. Voilà. Donc, ce n'est pas totalement unanime. Tout le monde n'est pas super content. Majoritairement, oui, quand même. Et donc, sur ces questions-là de friction entre les deux produits, il n'y a pas de décision brutale. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont besoin de s'organiser, qui ont besoin de temps pour voir quel est le plus, le moins. Et puis après, il y a un autre élément, c'est qu'il y a certaines fonctions qui existent dans Naxi Reza pour le grand public, qui n'existent pas dans le premium, et que dans tous les cas, si ces fonctions sont très importantes dans l'organisation pour un camping,
on ne peut pas lui dire de basculer alors on va l'obliger à une régression fonctionnelle. Mm. Donc, aussi pour ça, tant qu'on n'a pas couvert l'intégralité du champ Ouais. fonctionnel, même si le côté c'est ouvert, on fait des choses que Naxi-Reza ne sait pas faire, on va attendre qu'on puisse retrouver l'intégralité des fonctions dans Naxi-Reza dans le premium pour dire à des clients, maintenant, vous n'êtes plus que 2, et donc il faudrait changer maintenant, quoi. Voilà. Ouais. Et puis aussi, peut-être que oui, il faut que vous mettez à jour les offres, enfin les premiums pour ceux qui n'ont pas le premium créé. Donc voilà, il y a aussi un travail de paramétrage de votre côté aussi. Donc voilà, si tout le monde passe de Naxi vers premium, Alors, ça, on est structuré. Hein, côté c'est ouvert, on a 4000 clients, donc des paramétrages, on en fait. On ne les fait pas tous pour le compte de nos clients. Beaucoup de clients sont autonomes là-dessus. Ouais, mais on est quand même structuré pour, s'il fallait, je crois que Naxi-Reza, il doit y avoir à peu près 350 clients qui ont Naxi-Reza. S'il fallait les basculer en 2 mois, on saurait humainement le faire. Mais ce n'est pas l'objectif. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'objectifs commerciaux pour les commerciaux, par exemple. Ah oui, et d'ailleurs, pardon, excuse-moi, est-ce que c'est le même prix du coup, les personnes qui payaient Naxi-Reza, est-ce que du coup le Secure Holiday va leur coûter le même prix? C'est pas tout à fait les mêmes prix, mais c'est assez proche. Mais la structuration tarifaire est un peu différente. Parce que Naxi-Reza a un tarif par tranche de camping, par taille de camping. D'accord. Alors que pour côté c'est ouvert, c'est le même prix pour tout le monde. Mais il y a un prix par Reza qui fait que quand on escamote, quand on rajoute le prix par Reza potentiel, mais qui inclut le le PSP, c'est-à-dire l'outil de paiement, le coût par Reza que l'on paye chaque fois, les prix sont assez proches. D'accord. Donc il n'y a pas de. La problématique n'est pas une vraie problématique financière, c'est plutôt une problématique d'usage, de calendrier et de préférence. Et après, chacun a le droit d'en avoir. D'accord, ok. Bon, ça marche. Ben, écoute, merci pour ces éclaircissements sur Inaxel, le rapprochement d'Inaxel avec C'est ouvert. On peut peut-être conclure la discussion sur un peu l'avenir de l'hôtellerie de plein air, le camping. Comment est-ce que tu vois les évolutions? J'imagine que tu les vois positivement, sinon tu ne serais pas engagé encore plus dans l'hôtellerie de plein air avec donc, ce rachat. Voilà un petit peu ton analyse du secteur aujourd'hui. C'est compliqué de faire une analyse du secteur parce que c'est un secteur qui bouge énormément. Et depuis longtemps. Après, il y a des grandes tendances. Hein. Si l'aiguise les appétits, c'est qu'il fait plutôt envie. Ouais, d'accord. Voilà, c'est une vision très macro. Mais globalement, il fait manifestement. Quand on est financier, c'est un secteur qui fait plus envie que pitié, pour reprendre l'expression populaire. D'accord. Alors, j'y connais. Alors, c'est pas parce que j'ai une expérience de rachat que moi, je suis devenu un spécialiste des montages financiers pour racheter des campings. Ouais. Donc, j'avoue que c'est un monde qui m'impressionne. J'ai toujours l'impression que ça va s'arrêter, mais ça fait 10 ans que je dis que ça va bientôt s'arrêter. Ouais. C'est une bulle. Et donc, force est de constater que ça fait 10 ans que j'ai tort sur le sujet. Ouais. Donc, sur cette question-là, je préfère être en retrait. J'ai manifestement le sentiment que ça va continuer. Vraiment une grosse crise parce que tout ça se finance. Donc, si les taux d'intérêt explosent, peut-être que ça pourrait un peu ralentir. Ça, c'est du macro financier. Bon, ça, c'est pour l'organisation, c'est la montée en charge des groupes intégrés. En parallèle de la montée en charge des groupes intégrés, il y a toujours des OTA qui dépensent énormément d'argent pour essayer d'acquérir une position plus ou moins majeure. Et ça, mine de rien, les campings s'en sortent bien. C'est-à-dire qu'on crie après les OTA, mais tout cet argent qui est dépensé pour faire du market, ça fait venir du monde. Sur le secteur du camping, et à ma connaissance, le secteur du camping arrive toujours à vendre en direct. Certes, les OTA grignotent un peu. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, les OTA, c'était moins de 20% du remplissage. Et en 10 ans, on a dû passer de 20 à 27, 28. Donc ça progresse assez vite. Mais en parallèle, il y a des gros qui se battent contre elles. C'est-à-dire qu'un Homer est probablement le plus grand ennemi d'un camping.com. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu
pour avoir discuté avec camping.com rapidement à La Rochelle, c'est un peu quand même la guerre des étoiles. Hein. Nous, on est en dessous des radars. Hein. Quand je dis nous, c'est des campings individuels, hein, les petites chaînes, les prestataires individuels comme c'est ouvert à Inaxel. On est en dessous de ces radars-là. Ils se battent. Et chaque fois qu'ils se battent, qu'ils investissent quelques centaines de milliers d'euros en market pour faire venir du monde sur le camping, c'est la filière qui la récupère. Donc, si on met les investissements market, on met ce que les campings ont réussi à faire depuis beaucoup d'années, à savoir des investissements sur la prestation, le niveau de qualité, etc. Effectivement, il y a de quoi être optimiste encore pour cette filière-là. Je rajoute en plus que même quand il y a des événements planétaires comme le Covid, il se met en pause juillet-août, c'est-à-dire que l'hôtellerie traditionnelle ressort quand même à genoux, c'est-à-dire que des gens qui font leur remplissage essentiellement par du business, du voyage business, eux sont dans une situation extrêmement délicate. Le tourisme été, et du coup le tourisme été, c'est quand même, ce n'est pas que, mais c'est surtout le camping, c'est la seule filière qui s'en sort aussi bien. Voilà, donc j'ai entendu dire que Dieu devait être un peu campeur, c'est pas impossible. Voilà. Et notamment là, avec le chauffage aussi, on parle du gaz et de l'électricité, mais c'est vrai que l'été, on en consomme toujours beaucoup moins que les hôtels ou les structures qui accueillent les personnes l'hiver aux stations de ski et tout ça. Donc une petite pensée pour eux, et c'est vrai que en effet, les étoiles sont assez alignées là-dessus. Ouais. Les étoiles sont, voilà, alors certes, ça va coûter plus cher, mais et là aussi, il y a des éléments de réflexion par rapport au suivi des consommations à l'intérieur des mobil-homes. Est-ce qu'on ne peut pas le modéliser pour le faire savoir à un client, pour le motiver à un comportement vertueux? Je reviens au métier Inaxel. Il y a des choses qui peuvent se mettre en route autour de ça. Alors, sur une dimension économique, mais aussi sur une dimension clé verte, écologique, pour participer à un contenu de communication. Et là, du coup, je referme la parenthèse. Même là, sur l'aspect strictement économique, je sais qu'il y a des espèces d'appels d'offres collectifs qui sont en place pour essayer d'avoir des tarifs régulés pour la filière HPA. Je me posais la question si moi j'y avais droit en termes d'entreprise. Voilà, je crois pas. Et donc ça veut dire que les perspectives me semblent toujours positives. Et que, alors pour être un peu plus serein et précis sur la saison 2023, les grands paramètres ne bougent pas. C'est-à-dire que la clientèle française restera là. Les clientèles nord-européennes qui sont revenues assez violemment cette année devraient être toujours là, hormis événements imprévisibles de ceux dont on parlait tout à l'heure. Donc, avec une incertitude un peu plus importante sur le marché britannique qui vit des choses qui font que c'est plus compliqué, sachant quand même que ce que l'on voit, en tout cas depuis que je travaille dans le secteur du camping, c'est-à-dire presque depuis toujours, les vacances d'été sont un budget qui est relativement sanctuarisé. C'est même psychologiquement sanctuarisé, c'est-à-dire que celui qui ne peut pas amener sa famille, ses enfants en vacances l'été, il change de classe sociale. Donc, il sera prêt probablement à faire beaucoup de sacrifices toute l'année pour garantir ça. Donc, c'est pour ça que, je pense, je ne suis pas anthropologue, hein, je ne suis pas sociologue, et je pense que c'est pour ça que le camping a franchi la crise financière il y a 12 ans, la crise Covid depuis 2 ans, la crise économique qui va être probablement assez sensible pendant cet hiver. Il pourrait y avoir un impact sur le printemps prochain, parce qu'au printemps dernier, il y avait un tel appétit pour sortir des villes que les gens ont multiplié les week-ends. Donc, il se peut que la crise de cet hiver impacte le niveau de remplissage, le niveau de demande sur le printemps. Mais je ne suis pas Madame Soleil encore, je serais étonné que ça impacte le cœur de la haute saison pour la filière.
Mais c'est vrai que cette explication de vacances sanctuarisées, c'est peut-être ce qui explique aussi la résilience et le fait que malgré que l'essence était peut-être dans son pic de prix au litre cet été, malgré ça, les gens ils sont descendus aussi dans le sud de la France, où il y avait une grande distance et où l'essence a dû forcément peser lourd dans le portefeuille. Mais voilà, c'est vrai que là, peut-être la plus grande menace, hormis l'Ukraine, c'est peut-être l'inflation. Et l'inflation, voilà, comme tu le dis, avec cette explication, et notamment, voilà, c'est pas quelque chose qui est finalement qui est conditionnable, hein, les vacances estivales. Et cette explication est assez intéressante, malgré que tu ne sois pas anthropologue là-dessus. Et je t'en remercie. Très bien, merci. Non, juste un dernier petit mot sur tes side projects parce que j'ai vu passer là, le Co-Holiday et justement un petit mot là-dessus avant que l'on se quitte, Manu, si tu le veux bien. Oui, je peux en parler 2 mots. Effectivement, c'est complètement à côté à la fois de C'est ouvert et d'Inaxel depuis un peu plus d'1 an et demi. Je réfléchis, mais alors pour le coup, pas tout seul. C'est vraiment une façon de travailler qui est assez différente. On est une bonne quinzaine autour de la table. Je ne vais pas les citer parce que ça serait un peu long, mais il y a des hébergeurs, il y a des campings, mais il y a aussi des gens qui viennent de l'assurance, du tour operating et d'autres choses. Et on va dire sur la base du constat que j'ai fait moi chez C'est ouvert, à savoir que du jour au lendemain, on se retrouvait en 100% télétravail. Une fois qu'on a passé les premières crises, on a généralisé le télétravail en considérant que de toute manière, on était passé d'un droit à télétravailler pour certaines personnes à un droit par défaut pour tout le monde, en plus à tous ceux qui ont un métier télétravaillable. C'est ce qui est le cas de l'intégralité des métiers chez C'est ouvert. D'accord. Que du coup, on est passé on avait aux alentours de 800 mètres carrés de bureau. On en a enlevé 250 ou 260, on a fait une économie. D'accord. Mais que par contre, on a d'autres problématiques. C'est-à-dire que la productivité individuelle, elle n'a pas baissé. D'accord. Les gens travaillent chez eux, travaillent très bien, améliorent un peu leur vie au quotidien, c'est-à-dire qu'ils font un peu moins de transport. Quand il faut prendre un rendez-vous chez le médecin à 18h, ils prennent rendez-vous à 18h et ils partent à 18h moins 2 pour aller chez le médecin plutôt que prendre 1 heure, la rattraper le lendemain, courir le stress des embouteillages, etc. Donc, le cadre de vie individuel s'est amélioré, la productivité individuelle s'est améliorée, mais la productivité collective, elle a été affectée. C'est-à-dire que quand on ne se voit pas, il y a des choses qui ne se disent plus. Voilà. Et très théoriquement, on parle de perte de sens, de perte de lien. Et que sur cette base-là de l'expérience chez C'est ouvert, je me suis dit tout simplement qu'il y a des coworks un peu partout, mais que, comme j'ai donné l'exemple de délocaliser à l'Esch-Cap-Ferré nos équipes, on l'a fait parce qu'il y a un cowork sur un village de vacances au VVF de l'Esch-Cap-Ferré qui a été monté en collaboration dans le cadre de ce projet. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de monter un réseau de cowork installé sur des villages de vacances, des campings, des hôtels, des villages de gîtes. Ce n'est pas un projet camping, hein. Ce n'est pas un projet français non plus, c'est un projet multi-type d'hébergement. Et donc, effectivement, s'il y a des gens qui entendent et qui se disent qu'ils ont une salle pour pouvoir faire un cowork pour 7-8 personnes minimum jusqu'à 25, 30 ou plus, on a mis en place un outil avec un catalogue d'équipements, de la techno pour réserver en même temps son hébergement plus ses horaires de cowork, récupérer son QR code, etc. Alors, ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Et on espère ouvrir. Alors, il y a déjà des gens qui sont dans le secret du projet depuis 1 an. Donc, eux, ils vont ouvrir en avril prochain. Et on espère ouvrir à peu près une dizaine de sites. Mais en fait, il y a des gens qui sont très agiles et qui ont des salles et qui pourraient rejoindre rapidement le projet. Donc, voilà. En France, en Espagne, à Honolulu, si vous avez un village de vacances, pourquoi pas. C'est vrai qu'en fait, les séminaires, c'est très... je vais pour travailler, contrairement à une incentive, je vais pour travailler, mais pour être
pour être spectateur souvent de conférences ou autres. Mais là, l'aspect co-holiday, nous on a tous des ordi portables, on est une petite douzaine dans l'entreprise et c'est vrai qu'avec le télétravail, il peut y avoir ce côté manque de sens. Et donc du coup, aller travailler une semaine studieuse, la journée, le soir, avoir des moments d'échange, c'est une super idée et je veux bien être bêta-testeur là-dessus, Manu. Donc, Je t'envoie un devis. Avec plaisir, sincèrement. Ouais. Non, mais on a eu sur ce pilote, on a eu 2-3 cas qui sont très similaires, c'est-à-dire une entreprise toulousaine qui a gagné un contrat et ils sont partis tous ensemble à Lège pour une semaine pour dire on délocalise nos bureaux dans un cadre où on ne perdra pas en productivité, mais on gagnera en festivité et du coup en lien. Et un autre client bordelais qui s'appelle Floa d'ailleurs, et qui est une banque qui fait du paiement en 4 fois avec qui on est connecté. Et dans les échanges, ils nous ont dit on veut faire un séminaire. Et on lui a répondu au lieu de faire un séminaire sur 24 heures, faites votre séminaire sur 3 jours avec des ateliers et en parallèle des gens vont pouvoir travailler à peu près normalement. Et par contre, vous allez multiplier par 3 les chances de lien avec des gens qui ne se voient plus à cause du télétravail. Exactement. Et donc, on est sur cette mécanique-là avec un truc qui est vachement quand même intéressant et nouveau dans le monde du tourisme. C'est qu'on parle à des gens qui n'ont pas besoin de vacances scolaires pour partir sur des destinations vacances. Exactement. D'où le dynamisme sur les ailes de saison et la clientèle des travailleurs. Voilà. Donc, il y a plein de trucs et du coup, tout ça, c'est du développement technique qui a été porté et qui apporte d'ailleurs d'autres fonctionnalités qui vont sortir sur cet ouvert puisque maintenant la techno existe pour un. Ça veut dire qu'on pourra agréger d'autres éléments et donc tout ça, c'est pas non plus neutre dans la techno. Voilà. Bon, je comprends bien que tu ne dois pas t'ennuyer, que tu as énormément d'idées et c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Manu, il a récemment un de tes collaborateurs qui m'a dit Manu, il a 15 idées à la minute, donc je le vois bien et c'est super positif, ça fait avancer les choses. Alors, honnêtement, je vais essayer de ne pas en avoir quand même aucune pendant quelques temps, ça serait pas mal. J'imagine que Co-Holiday a été lancé avant peut-être le rachat d'Inaxel, mais c'est bien, c'est un projet de préparer. Le projet est né avant, effectivement, et du coup, il a été maintenu parce qu'il était porté et qu'il y a déjà des équipes qui sont dessus. Et ça se bouscule. Si la question est-ce que de temps en temps ça se bouscule un peu, la réponse est oui, de temps en temps ça se bouscule un peu. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour toutes ces explications, cette analyse qui est vraiment enrichissante. Tu as été plébiscité 2 fois dans mes précédents podcasts, quand même sur cet épisode, tu as été plébiscité 2 fois, donc c'est pour ça que je voulais avoir la peau de l'ours, comme je te l'ai dit l'autre jour. Donc merci beaucoup et c'est vraiment le but de ces formats longs, c'est vraiment de... Non pas, c'est vrai qu'on a fait une partie présentation produit, mais c'est plutôt de faire bouger, d'avoir des réflexions profondes sur les différents sujets, d'avoir des analyses de personnes qui ont une vision différente. Donc c'est vraiment l'objectif de ce podcast et je te remercie d'avoir participé à ce format. Je te remercie de m'avoir... Ça dure presque 2 heures. Ouais. J'espère qu'il y a des gens qui ont tenu 2 heures, quoi. Ça m'étonnerait un peu, hein, mais bon. Alors, on verra. Mettez-nous un commentaire pour ceux qui ont tenu 2 heures et justement de vos retours sur cet épisode. Il y aura une version courte qu'on va essayer de faire tenir en moins de 20 minutes. En tout cas, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci Manu. Merci à tous. Merci pour votre confiance. Merci, au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.